Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de passer cet après-midi avec vous. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous pour ce troisième numéro, épisode 3 du cycle de webinaires Tous Mobiles. Webinaire qui s'inscrit, je vous le rappelle, dans le cadre du projet Tous Mobiles, site dédié à la mobilité solidaire, initié par le Laboratoire de la mobilité inclusive avec le soutien du ministère de la Transition écologique. Merci également au CEREMA d'être partenaire de ce webinaire consacré aujourd'hui à la ruralité. 20% des Français vivent dans des territoires ruraux. Ils sont souvent confrontés à l'éloignement des services, des établissements scolaires, médicaux, des difficultés d'accès au transport collectif, à l'allongement des trajets domicile-travail. Quels sont les défis de la mobilité en milieu rural? Quelles solutions et quelles alternatives la mobilité solidaire peut-elle offrir? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre pendant les 90 minutes que nous allons passer ensemble. Un programme riche. Dans quelques instants, Céline Mouvet, chef du bureau des politiques du déplacement, de déplacement au ministère de la Transition écologique, ouvrira ce webinaire que nous avons construit en deux séquences. Dans la première séquence, nous essaierons de comprendre la réalité et les défis de la mobilité en milieu rural. Avec Gérard Enja, docteur en sciences de l'éducation, nous tenterons de définir ce qu'est la ruralité ou peut-être les ruralités, ce que signifie finalement être mobile en milieu rural. Avec Simone Saillant, directrice du programme Ruralité à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, nous parlerons du suivi de l'agenda rural. Enfin, nous ferons de la prospective pour terminer cette première séquence avec Olivier Jacquin, sénateur de la Meurthe-et-Moselle et auteur du rapport Mobilité dans les espaces peu denses en 2040. Dans une seconde séquence baptisée Agir, nous écouterons tous celles et tous ceux qui mobilisent et se mobilisent pour faire émerger et développer des solutions. Une séquence qui est construite autour d'une triple approche, la vision de deux porteurs de projets, deux visions, deux associations, celle de Daphné Chamard-Telling pour le Secours catholique et celle de Cyprien Noble pour la Croix-Rouge française. La vision également d'un territoire avec un focus sur la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Nous entendrons Marie-Luce Arnoux, vice-présidente aux Solidarités, et Marie-Pierre Guichère, responsable service mobilité. Enfin, la vision de ceux qui accompagnent les projets, plus précisément la vision de Frédéric Lescomer, directeur d'études mobilité et développement des territoires au CEREMA. Enfin, pour la conclusion de ce webinaire, nous accueillerons David Cobel, coordinateur national France Mobilité, DGITM, référent ruralité et fin connaisseur évidemment de toutes ces problématiques. N'hésitez pas à nous poser vos questions et poser vos questions aux intervenants via le chat. Nous aurons deux temps d'échange et de questions-réponses à la fin de chacune des séquences. Pierre Taillant, économiste à l'ADEME, est comme à chaque fois avec nous et il se chargera de synthétiser et de nous partager ces questions. Enfin, sachez que vous pourrez retrouver dès demain ce numéro en replay sur la chaîne YouTube du LMI et sur celle de France Mobilité. Il est temps donc maintenant d'ouvrir ce webinaire. Je vais laisser donc la parole à Céline Mouvet. Bonjour Céline. Céline, je vous laisse ouvrir votre micro. Voilà, vous êtes avec nous. Donc, merci à tous. Merci Francis pour l'introduction. Merci donc à votre présence nombreuse aujourd'hui qui témoigne à la fois du besoin et de la nécessité, mais à mon avis plus encore de la volonté de chacun de faire évoluer la manière d'appréhender les mobilités sur nos territoires et de conduire une action forte dans nos territoires ruraux. Je ne pouvais introduire ce webinaire sans le réinscrire dans l'actualité institutionnelle, à savoir la prise de compétence des communautés de communes qui ont aujourd'hui à se prononcer sur la prise de compétence d'autorités organisatrices de la mobilité. Donc, comme l'a rappelé Francis, c'est 20% de la population et 80% du territoire. Donc, une orientation forte en matière de mobilité. Je ne commenterai pas les choix opérés par les collectivités, il leur appartient, mais j'aimerais surtout mettre en évidence en quoi ce dispositif traduit, à mon sens, et on en est, à mon avis, l'illustration, une rupture dont nous devons collectivement saisir l'opportunité pour l'avenir.
Premier acquis, à mon sens, dans ce dispositif, c'est que la mobilité, très clairement, ce n'est plus l'apanage des territoires urbains. Depuis plusieurs mois, comme l'a expliqué Francis, on a effectivement une richesse d'initiatives qu'on voit diffusées dans le cadre de différents webinaires, de journées nationales, qui montrent toutes les actions qui peuvent être conduites sur les territoires. Elles sont différentes des territoires urbains. On n'est pas sur du tramway, sur des métros, sur des services numériques, mais elles ne sont pas moins structurantes, à la fois dans cette perspective de répondre aux préoccupations environnementales, mais aussi structurantes dans l'enjeu de solidarité et de cohésion que nous avons sur nos territoires. Deuxième acquis, c'est sans doute, et sans doute peut-être un acquis encore fragile, c'est le fait que la mobilité ne doit pas être centrée sur l'infrastructure ou la notion de service, mais bien sur sa finalité. C'est ce que porte le laboratoire de la mobilité inclusive depuis le début. Au début des débats sur la prise de compétences, effectivement, il y avait un débat assez inquiet des élus sur leur capacité à assurer l'organisation de services de transport, de reprendre les services conduits par les régions. Mais le débat s'est élargi et notamment s'est ouvert, notamment sur le fait que les élus ont très rapidement perçu le fait que la mobilité était au final une préoccupation quotidienne de leurs concitoyens. Alors, pas forcément exprimés en termes de difficultés de mobilité, mais des problèmes d'accès à l'emploi, d'accès aux services publics, des difficultés pour accéder à des soins, l'éducation, etc. Et qui a très logiquement poussé les élus à se mobiliser en matière de mobilité, mais aussi à mobiliser les autres acteurs, parce que, comme nous le verrons, la mobilité sur les territoires ruraux, c'est aussi une affaire de tous sur les différentes politiques. Donc, c'était effectivement sur ces enseignements que je voulais revenir aujourd'hui. Une étape est franchie, du moins sur le papier, et il importe, à mon sens, aujourd'hui de concrétiser cette mise à l'agenda politique. Le webinaire d'aujourd'hui sera, je ne doute pas, l'occasion de trouver matière, mais aussi manière à cette mobilisation. Et donc, je vous souhaite une bonne après-midi de travail et d'échange. Merci beaucoup, Céline, pour cette introduction et pour revenir sur ce que vous disiez, un sujet, la ruralité qui interpelle. Vous êtes actuellement plus de 300 participants à suivre ce webinaire. Première séquence, donc, celle destinée à nous donner des clés de lecture pour ce sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Bonjour Gérard Renja, merci d'être avec nous. Vous intervenez régulièrement hein, pour le LMI. Vous avez notamment mené en 2019 une recherche sur la ruralité et les jeunes. Doit-on parler d'ailleurs d'une ruralité ou de plusieurs ruralités? Qu'est-ce que signifie finalement être mobile en milieu rural? Je vous laisse la parole, Gérard. Voilà. Bonjour à tous. Je remercie dans un premier temps le LMI qui me donne l'occasion d'intervenir. Alors, l'objectif de l'intervention, c'est de déconstruire et commencer à reconstruire une approche de la mobilité pour des solutions qui veulent respecter les territoires et les formes de vie des habitants. C'est un vaste sujet, un vaste projet, surtout en 10 minutes. Donc, j'espère simplement qu'à travers ces 10 minutes, vous aurez peut-être un petit questionnement qui va naître pour vous faire appréhender les choses de façon un peu différente. On peut passer. Voilà. Donc, la ruralité, j'ai mis une diversité de représentations. La ruralité, c'est une réalité, mais elle est aussi beaucoup à faire de représentation. Là, vous avez 3 images du village de Tulières, dans les Vosges, dans lesquelles s'est déroulée la recherche. Et vous avez un petit peu le village agricole au-dessus, vu du dessus. Vous avez une maison en délabrement, c'est un autre pan peut-être de cette ruralité, et une vie de château. Il faut savoir que le château, les champs et la maison en délabrement sont situés à quelques dizaines de mètres. Juste à côté, vous voyez l'église au milieu donc, et le cimetière sur la photo de la maison en délabrement. Ça veut bien dire que la ruralité est empreinte de toutes les représentations qu'on a dans la tête, aussi bien des représentations de ceux qui la regardent que de ceux qui la vivent. Donc, dans cette diversité-là, je pourrais dire qu'aucune de ces photos-là n'est la ruralité à elle seule, mais toutes sont un petit morceau de cette ruralité-là. Et si on avait un petit peu de temps, même beaucoup de temps, on est à 300, partager nos 300 images ou représentations de la ruralité et vous verriez que c'est très intéressant. Donc, on va la suivante, merci.
Alors, derrière la diversité et la complexité que j'ai mise en avant, il y a aussi des constantes. Dans la ruralité que j'ai observée, mais dans beaucoup de ruralités, il y a quand même comme constante des services qui se sont éloignés, des emplois qui ont disparu ou qui se sont transformés, des familles en âge d'avoir des enfants moins nombreuses et donc, par ricochet, moins d'enfants. On aurait pu continuer une liste, mais je ne voulais pas rester simplement sur l'aspect péjoratif ou négatif ou misérabiliste de cette ruralité-là, parce que les images vous le montrent aussi, il y a de la vie encore dans cette ruralité, une vie sociale qui reste très, très intense, des associations, des interactions, des discussions, de la culture. Là en haut, on voit c'est un atelier peinture, des traditions, c'est pour les Lorrains, c'est le Saint-Nicolas, hein, c'est très représentatif, et on voit aussi un attachement à ces territoires-là de la part des ruraux, un attachement très fort qu'il ne faut pas négliger non plus dans les solutions qu'on veut mettre en œuvre. Plusieurs façons d'être dans le village, c'est aller un tout petit peu trop vite, il restait un tout petit morceau, merci. Il y a une façon d'habiter dans le village. Aujourd'hui, dans nos villages ruraux, il y a des gens, il y a des personnes qui y habitent, mais grosso modo, c'est juste le lieu d'habitation, mais vont travailler à la ville. Et il y a encore une façon d'habiter le village et parfois même d'être habité par le village pour certains qui ont des racines plus profondes. C'est ce qu'on voit en dessous, avoir des racines, avoir des ailes. Il y avait deux types de populations, même si ce n'est pas tranché de la même façon, ceux qui revendiquent leurs racines, des racines très profondes, et ceux qui disent avoir des ailes, parce qu'ils sont peut-être simplement en transit. Des ailes pour partir, ça a été longtemps le cas, et aujourd'hui, on voit qu'il y a des ailes aussi pour y revenir dans notre ruralité. Voilà, maintenant, on peut passer. Alors, dans cette ruralité, de façon assez paradoxale, non, parce que pour celui qui habite, c'est non, il y a peu de rêves de ville. La ville ne fait pas rêver, habiter en ville, vivre en ville ne fait pas spécialement rêver, mais il y a une intégration de l'idée de départ, notamment chez les enfants qu'on a observés. On a interrogé des enfants de 7 ans, 10 ans, 12 ans. Tous avaient conscience qu'à un moment ou à un autre, il leur faudrait sans doute partir pour travailler, pour avoir un métier, pour faire preuve d'ambition, comme on dit parfois. Cette intégration du niveau de l'idée de départ est d'ailleurs entretenue par les parents et par leurs grands-parents qui leur répétaient à l'époque « tu ne vas pas finir derrière le cul des vaches ». C'est une expression qu'on a entendue assez souvent. Donc, si la ruralité s'est vidée, c'est aussi parce que quelque part, elle a voulu se vider aussi. Donc, derrière ça, il y a un vrai sentiment dans la ruralité très très fort d'être méprisé, regardé de haut, tenu à l'écart des décisions. Les termes qu'on employait, ou j'ai entendu beaucoup, c'est plouc, petzouille, enfin tout un vocabulaire de la ruralité où il y a vraiment ce sentiment d'être méprisé par la ville, et la ville est souvent personnifiée par Paris. C'est-à-dire c'est les décisions qui sont verticales. Donc, on peut continuer. Voilà. Après avoir décrit un petit peu cette ruralité, mais c'est très très rapide, hein, on pourrait passer beaucoup plus de temps, parler de la mobilité, la première question, enfin le premier petit texte que je mets, c'est intégrer aux formes de vie plutôt qu'imposer. Si je l'ai mis, c'est parce que ça ne va pas de soi, quoi. Ce n'est pas évident que ce soit toujours le cas. Là, vous avez les enfants, vous voyez des enfants qui bougent quand même beaucoup, à vélo, à pied, qui vont à l'école. Donc, après, à partir de ce questionnement-là, on peut passer sur la suite. On a donc une mobilité. La définition de la mobilité est intéressante parce que si la mobilité, c'est le déplacement, on peut dire que dans la ruralité, le déplacement est omniprésent. Chez les gamins, par exemple, dès l'école maternelle, ici, ils prennent le taxi pour aller à l'école. Au collège, ils sont déjà, pour certains, internes. Au lycée, ils vont encore plus loin, ils sont tous internes, et ainsi de suite. Ils sont aussi toujours en déplacement à l'intérieur du village. Là, vous voyez des moyens de déplacement très traditionnels, mais ils sont aussi en déplacement pour aller au sport. Enfin, c'est une jeunesse qui bouge quand même encore pas mal, et c'est aussi des mouvements qui se retrouvent à tous les âges. Donc, si c'est le déplacement, il y a du déplacement dans la ruralité. Si la mobilité, c'est le choix de la solution de déplacement, alors là, dans la ruralité, le choix est quand même bien restreint. À Tuilière, il y a la voiture et la voiture, quoi, hein. Donc, le choix est restreint. Donc, choix de mobilité, donc choix très restreint. Et si c'est plutôt la définition que je donne de la mobilité, parce qu'elle me paraît plus intéressante, si la mobilité, c'est quelque part un principe d'action, si c'est la cause de mon déplacement, ce qui motive mon déplacement, ben on peut dire que dans la ruralité,
ce principe d'action existe beaucoup. On peut le voir avec tous ceux qui sortent de la ruralité pour aller à la ville. Il me semble qu'ils ne soient pas, entre guillemets, handicapés par le fait de venir de la ruralité. Donc, l'idée que la ruralité est prisonnière complètement de la mobilité, oui, dans le choix, mais pas en fait, pas autrement. Passer. Voilà. L'autre chose qui me semble important de dire, c'est de parler de cette idée que dans la ruralité, il y aurait une addiction à la voiture. Avec, de façon un petit peu provocatrice, je dis, faut-il désintoxiquer et soigner les ruraux? Addiction à la voiture, c'était un texte d'un article qui est paru récemment dans une revue, et je trouve que c'est quand même très, très péjoratif par rapport à la vie et aux possibilités d'action des ruraux. Et de façon assez générale, ça montre qu'on est beaucoup par rapport à cette ruralité sur un mode moralisateur et plus moralisateur que pragmatique. On le voit sur la voiture, on le voit aussi par rapport aux agriculteurs, aux paysans, où on a l'impression qu'on s'adresse aux ruraux comme si on s'adressait à des personnes un tout petit peu en retard de développement, quoi. Donc, je pense que derrière ces discours, il faut veiller, parce que c'est aussi une ruralité qui a des revendications, il faut veiller à la respecter. Donc, on peut continuer également. Donc, le premier point, on a dit, c'était un petit peu montrer ce que c'est la ruralité. Le deuxième point, c'est la mobilité, qu'est-ce qu'elle est dans les territoires ruraux. Et maintenant, on va passer un petit peu à l'idée des solutions. Là aussi, en préambule, j'ai mis dans les solutions les désirs et les demandes des habitants, peut-être avant les besoins des opérateurs. Là encore, je pense que si je l'écris, c'est parce que ce n'est pas forcément évident, hein. Et donc, j'insiste sur le fait ici qu'une solution toute faite est souvent une solution mal faite, ou alors une solution pour celui qui la propose, et que dans la ruralité, on a plutôt besoin de solutions sur mesure et à sa mesure, hein. Donc, méfiance envers des solutions toutes faites, qui est venue de l'extérieur seulement. On peut passer à la suivante. Alors, de manière concrète, pour travailler avec la ruralité, j'ai mis quelques points, hein, il y en a d'autres. C'est l'idée de recueillir la parole des habitants, les impliquer à toutes les étapes du processus, imaginer des solutions en fonction de leurs besoins. Donc, j'ai dit, on ne commence pas par le besoin. Quand j'ai questionné les gens dans la ruralité, si on leur demande quels sont vos besoins, il n'y a souvent pas de réponse. Mais quel que soit le questionnement, ce sera toujours comme ça. Il faut partir, avant les besoins, il y a les désirs, les attentes et les demandes. Donc, il faut aller sans doute beaucoup plus profond. Éviter les postures, les discours, les solutions sur plan, parce que ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais insupportable. Et aussi penser les changements en termes d'éducation et d'accompagnement, parce qu'il est indéniable que dans la ruralité aussi, face aux défis de demain, il faudra changer, il faudra bouger, changer nos représentations, mais aussi nos actes, mais pas en nous les imposant, mais plutôt en partageant avec nous. Donc, en guise de conclusion, parce que 10 minutes, je pense que c'est très rapide, mais je devrais être dans le timing. La question n'est pas pour moi quelle mobilité accorder ou imposer à la ruralité, mais quelle mobilité désire la ruralité. Ça veut dire que je reprends le slogan du kit mobilité qui me va très bien, hein, comprendre et agir, mais je dirais surtout aussi savoir accompagner la ruralité et aussi être accompagné par la ruralité. Parce que accompagner la ruralité, c'est un point, mais être accompagné par la ruralité, c'est essentiel. Pour parler de la compétence mobilité, je dirais que la compétence mobilité aujourd'hui, en écho à ce qui a été dit au début, que prennent les collectivités, ne consiste pas à mes yeux à proposer un catalogue de solutions, peut-être même pas seulement à les organiser, parce que pour cela, les compétences ne sont pas si essentielles que ça. Pour moi, la compétence mobilité doit être clairement une compétence d'accompagnement et de partage, donc avec les ruraux et avec les ruraux eux-mêmes. Je vous mets juste un petit lien en dessous vers la recherche sur la ruralité que je vous invite à regarder quand même. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Gérard, et on va méditer quelle mobilité désire la ruralité. Merci pour ces clés de lecture. Nous allons maintenant nous intéresser aux mesures qui existent en faveur des territoires ruraux. L'agenda rural, c'est la feuille de route du gouvernement. Bonjour, Simone Saillant. Vous êtes directrice du programme Ruralité à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Merci d'être avec nous. Vous êtes en charge
du suivi de cet agenda, alors qui couvre de nombreux domaines, hein, plus de 180 je crois, mais avec un volet spécifique et important dédié aux mobilités. Oui, merci Francis. Bonjour, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à intervenir dans votre séminaire. Donc, je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, effectivement, je vais vous apporter un petit focus sur l'agenda rural, qui est donc la feuille de route du gouvernement en faveur des zones rurales, avec un focus sur la ruralité. Diapo suivante, la mobilité, pardon. Diapo suivante. Donc voilà, donc l'agenda rural, en fait, c'est un produit qui est issu d'une mission qui avait été confiée par le Premier ministre à 5 élus qui sont représentants des ruralités et donc qui avaient rendu un rapport avec 200 propositions en 2019. Suite à ça, le gouvernement a retenu 181 propositions qui, effectivement, comme le disait Francis, vont irriguer un peu tous les sujets à enjeu de la ruralité, que ce soit l'accès aux services, la santé, transport et mobilité, jeunesse, éducation, culture, et j'en passe, petits commerces et autres. Et puis aussi un axe un peu transversal de reconnaissance de la ruralité et de prise en compte des spécificités des territoires ruraux. Donc, l'ensemble des ministères sont chargés de la mise en œuvre de ces mesures et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, en back-office de Jacqueline Gouraud et de Joël Giraud, ministre et secrétaire d'État respectivement, est chargée donc du suivi de cette mise en œuvre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, puisqu'on parle de ruralité, peut-être juste illustrer le fait que j'indiquais que dans l'agenda rural, donc, il y a des mesures liées à la reconnaissance de la ruralité. Et ça, c'est une avancée importante qui a été permise au dernier comité interministériel réuni par le Premier ministre. C'est que jusqu'à présent, jusqu'en novembre dernier, et donc la sortie de l'officialisation de cette carte, la ruralité n'avait pas vraiment de définition, c'est-à-dire qu'on considérait que les zones rurales, c'était les zones qui n'étaient pas urbaines. Donc, ce n'était pas une définition très positive de la ruralité. Donc, l'INSEE a travaillé avec la NCT et les associations de représentantes des élus, dont l'association des maires ruraux, pour aboutir à cette carte qui est déjà sans doute un premier étage de la fusée en attendant des travaux ultérieurs et qui en fait se situe à la maille européenne de l'échelon communal et de la grille de densité. Et donc, on considère que sont retenues comme rurales les communes très peu denses et peu denses. Donc, ça va couvrir 30 000 communes rurales, ce qui est quand même assez important sur le nombre de communes au total, et 21 millions d'habitants. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, oui, notre objectif, c'est vraiment que cette carte, elle puisse être intégrée désormais par l'ensemble des ministères pour bien appliquer spécifiquement aux zones rurales leur politique en faveur de la ruralité. C'est plus pratique, chacun maintenant a une même carte. Alors, les mobilités dans l'agenda rural, peut-être faire un zoom un peu en 2 diapos sous différents angles. Donc, je vous ai dit, il y a 181 mesures. Il y en a qui sont pleinement de la mobilité, puis il y en a qui sont aussi une autre forme de traitement du sujet, et ça fait sans doute le lien d'ailleurs avec la présentation précédente. Donc, il y a des mesures qui visent à maintenir l'attractivité des territoires ruraux, c'est-à-dire faciliter le fait d'aller d'un territoire à un autre. Et donc, il y a des mesures en faveur du maintien de lignes aériennes d'aménagement du territoire, donc c'est des lignes franco-françaises, et donc il y a eu des protocoles sur une grosse dizaine de lignes pour leur maintien. Il y a également des crédits qui ont été mis dans le cadre du plan de relance sur la relance des trains de nuit, qui sont très importantes pour desservir certaines zones, et également un certain nombre de protocoles qui sont signés entre l'État et les régions sur des petites lignes ferroviaires. Donc là, au fur et à mesure, un certain nombre de régions contractualisent avec l'État, et également, il y a des crédits dans le cadre du plan de relance, donc pour favoriser la rénovation de ces petites lignes. Autre angle de la mobilité dans l'agenda rural, c'est le fait de pouvoir répondre un petit peu plus au cas par cas aux besoins des habitants. Donc Céline l'a dit en introduction, il y a forcément la loi d'organisation des mobilités qui est un pas très fort fait en faveur des
les transports collectifs, le transport à la demande, les plateformes de covoiturage, solutions du dernier kilomètre, donc où le cadre est offert aux collectivités au niveau local pour se saisir de ce sujet en prenant la compétence notamment et puis donc avoir des solutions qui sont adaptées au cas par cas, ce qui est peut-être plus facile qu'avec une autorité organisatrice de mobilité uniquement au niveau régional. On peut citer également une mesure importante de l'agenda rural qui est la diffusion de simulateurs de conduite. Donc, il y avait eu une expérimentation qui était lancée par la délégation sécurité routière avec l'Union des missions locales, donc qui avait permis dans 7 missions locales d'installer des simulateurs de conduite qui permettaient aux jeunes en fait de s'entraîner à passer le permis de conduire sans trop de déplacements. Et donc là, récemment, suite à cette expérimentation qui était concluante, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt et nous accompagnons financièrement les missions locales qui souhaitent se doter d'un simulateur de conduite. Donc ça, c'est un élément aussi important pour la jeunesse qui se sent un petit peu assignée à résidence dans les zones rurales, faciliter l'obtention du permis. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Et puis peut-être, pour ne pas être trop longue, et un dernier axe, la mobilité, ça peut être aussi proposer une alternative au déplacement. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pas facile de se déplacer, on voit bien que c'est voiture ou voiture ou que le reste est compliqué et que finalement, la meilleure des mobilités, c'est peut-être de ne pas avoir la mobilité la plus facile, c'est peut-être de ne pas avoir à se déplacer. Donc, dans l'agenda rural, on a un certain nombre de mesures, notamment qui vont contribuer à cet objectif, notamment des mesures sur la couverture numérique, qui peuvent permettre le télétravail, les téléconsultations également pour la santé. Donc, il y a eu des progrès très, très importants permis par notamment les financements du New Deal mobile qui ont permis entre 2018 et 2020 de gagner 30 points de surface couverte en 4G par l'ensemble des opérateurs et 7 points de couverture des anciennes zones blanches en 4G par au moins un opérateur. Autre exemple, on a le déploiement des maisons France Service. Donc, le principe, c'est d'agréger autour d'un point un certain nombre de services à la population et notamment de services à caractère administratif, la CAF, la Poste et autres. Donc là, on a un déploiement assez massif pour aboutir à au moins une France Service par canton d'ici fin 2022. On peut citer aussi les mesures relatives aux aidants numériques. Alors, l'aidant numérique, c'est effectivement la personne qui va aider les personnes âgées ou les personnes éloignées du numérique avec un identifiant à faire des démarches en ligne. Et donc là, on est en train de concevoir un dispositif de sécurisation du contexte d'intervention de ces aidants numériques. On peut citer également les maisons de santé qui regroupent un certain nombre de professionnels en zone rurale où on sait bien que le sujet de la santé est compliqué avec la désertification médicale. On peut aussi citer tout un tas de protocoles, là, il y a bientôt une 60aine de protocoles qui vont être signés, qui permettent en fait de déléguer des actes médicaux habituellement réalisés par des médecins, soit à des infirmières, des kinés ou des pharmaciens. Donc, quand ils agissent dans un cadre plurimédical. Et donc là, ça va permettre de désengorger les médecins et d'éviter d'avoir peut-être à faire trop de kilomètres face à cet engorgement de médecins pour avoir des consultations. On peut citer également dans le domaine de la formation les campus connectés. Donc, le campus connecté, qu'est-ce que c'est ? Je suis jeune en milieu rural, j'aimerais suivre une formation, mais pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas la possibilité de m'expatrier or, trop loin de chez moi, je n'ai pas la possibilité ou je ne souhaite pas. Et donc, je peux, dans ces campus connectés, suivre une formation supérieure à distance. Et donc, il y avait un objectif de 100 campus connectés, dont un tiers en zone rurale. Et grâce à des appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés et à un grand nombre de candidatures, cet objectif d'une trentaine, quarantaine de campus connectés est d'ores et déjà atteint avec un an d'avance. On peut citer aussi les tiers-lieux qui visent sur un lieu particulier à pouvoir télétravailler ou bénéficier de services sans avoir à se déplacer ou sans avoir à être chez soi. Donc voilà, j'ai brossé
très rapidement, pour ne pas forcément prendre trop de temps dans la suite des interventions, un peu les différentes approches de l'agenda rural qui peuvent se raccrocher à votre sujet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Simone Saillant. J'ai peut-être juste une question sur cet agenda rural. Justement, en termes d'agenda, toutes ces mesures, elles doivent être effectives quand? Alors, en fait, c'est vrai que le terme agenda n'est pas forcément très, très parlant, mais voilà, cette feuille de route, elle fixe des objectifs qui étaient à 2022. Actuellement, au global de l'ensemble des mesures qui sont de nature très, très, très diverses, on peut considérer qu'on est entre la moitié et 2/3 de mesures soit déjà réalisées, soit très bien engagées. Et donc, bah, forcément, voilà, on continue avec l'ensemble des ministères à regarder comment on avance pour essayer d'aller au maximum à tout ça, et puis aussi peut-être d'adapter certaines mesures à un contexte qui a pu évoluer depuis 2019. Merci beaucoup, Simone Saillant, pour votre intervention et pour ces précisions. Quel avenir pour la mobilité en milieu rural? C'est à cette question que nous allons maintenant nous intéresser. Quels sont les futurs possibles de la mobilité dans les espaces peu denses? Bonjour Olivier Jacquin, vous êtes Bonjour. sénateur de la Meurthe-et-Moselle, membre de la délégation sénatoriale à la prospective et auteur du rapport Mobilité dans les espaces peu denses en 2040, un rapport dans lequel vous pointez de nombreux défis, mais des défis qui sont, vous le dites, à relever dès aujourd'hui. Oui, merci à vous de cette invitation. Merci à Laboratoire de la mobilité inclusive également. Je suis ravi d'avoir entendu Gérard Ernja sur son travail de qualité dans le département voisin du mien. Euh, je vais adapter mon propos à ce que je viens d'entendre. Il y a toujours ce sentiment du rural d'être abandonné. Qu'on soit clair, il n'y aura pas de métro demain dans le milieu rural, il n'y aura pas de tramway. Il y a des réalités physiques aux questions de transport qui font que par le manque de densité, il est compliqué de massifier les modes de transport. Alors, on pourra regarder toujours à l'intérieur de la République des situations différentes entre la ville et la campagne, mais il y a une réalité physique. Ce n'est pas la même chose que d'autres services qui peuvent se déployer autrement. Par exemple, une nouvelle Maison France Service, on peut imaginer, si on y mettait un peu d'argent, un peu plus d'argent, qu'on ait une qualité de service nouvelle et intéressante. Je souhaite déjà dire ça. Et puis, alors, M. Ernja a fait réagir en disant que les ruraux étaient intoxiqués à la voiture, mais la voiture, c'est le top. C'est le top pour aller d'un point A à un point B. Vous y allez quand vous voulez, comme vous voulez. Puis à la campagne, il n'y a pas ce problème qu'il y a en ville de la congestion. Dans la voiture, on s'asphyxie par trop de voitures. À la campagne, ce n'est pas le cas du tout. Maintenant, on connaît les problèmes de la voiture, c'est polluant et c'est cher. Et donc, passer à d'autres systèmes, certains, on m'avait dit comment, des Khmers verts voudraient faire une injonction aux ruraux de rouler dans des transports en commun qui fonctionnent mal. Non, ce n'est pas comme ça, les transports. Les transports ont choisi le moyen le plus efficace. Et même les gens qui ont une voiture, même une voiture de luxe, ils sont prêts à l'abandonner pour monter dans un mode collectif sur une voie réservée s'ils sont bloqués. Et la logique, je crois, elle est là. Et je ne suis pas du tout un fan de la voiture, je n'aime pas conduire, je suis plutôt du vélo. Moi, je suis passé au transport en commun, même si j'habite dans une ferme isolée, j'ai une voiture pour mes activités professionnelles. Mais voilà, je voulais pointer en ce début de propos deux éléments importants. C'est cette expression du sociologue Éric Le Breton qui parle des assignés territoriaux. Il parle d'une partie des Français que je ne viens pas d'évoquer. Là, j'ai laissé entendre que la voiture à la campagne, c'était fantastique. Il n'y avait pas de problème de mobilité, sauf que ça pollue et que c'est cher. Eh bien, Éric Le Breton évoque environ 20% des Français qui sont des assignés territoriaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à la voiture. Pourquoi ils n'ont pas accès à la voiture? Parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire. Il faut savoir que le permis de conduire a un taux de réussite bien inférieur à celui du baccalauréat. Ça doit poser question. On a un problème de blocage pour l'autorisation à conduire des véhicules.
Il y a des gens qui sont précaires, qui n'ont même pas l'argent pour acheter une 205 Peugeot diesel à 500 balles et mettre la taxe pour lui permettre de rouler. Puis il y a tous ceux qui n'ont pas la possibilité physique d'utiliser une voiture, soit parce qu'ils ne s'en sentent pas capables, des personnes âgées, soit parce qu'ils sont handicapés et ne peuvent pas conduire un véhicule dans sa forme classique. Et ça, c'est pas rien, un cinquième des Français. Et là-dessus, je voudrais pointer une autre question qui me semble importante, c'est ce qu'on appelle la capacité des élus. La capacité des élus, c'est, je le retourne autrement, quand j'étais encore jusqu'en 2017 président d'une communauté de communes sur un territoire peu dense entre Nancy et Metz, eh bien, au conseil communautaire, les 70 élus venaient tous en bagnole. Et donc, quand on leur disait, il y a des assignés territoriaux chez vous, ils l'entendaient quand il y avait une crise du style prix du carburant qui explose et quelques personnes qui déménagent ou qui râlent, voire des gilets jaunes, mais autrement, ce n'est pas un problème qui touche directement les élus. Ça peut toucher leur environnement, un membre de leur famille, la grand-mère, mais c'est un problème qui est à peu près réglé par les inclus. Et l'autre aspect de la capacité des élus, c'est il y a une dizaine d'années, par exemple, on voyait bien que les transports, la voiture avait gagné pratiquement tout l'espace, 90% des déplacements du quotidien dans ces espaces peu denses se fait en voiture. Et on voyait bien que les quelques cars interurbains qui demeuraient, voire les petites lignes ferroviaires, se vidaient. Elles n'étaient pas entretenues, le service était de mauvaise qualité, les voitures sont de moins en moins chères à proportion du revenu horaire d'un Français. Et donc, on ne voyait pas de solution technique. Or, aujourd'hui, il y a des solutions tout à fait nouvelles qui peuvent nous permettre d'être relativement optimistes pour l'avenir. Alors, pour ne pas manger tout mon temps de parole, je vais aller vite, puis je pense qu'il y aura un temps d'échange après. Mais en gros, quand on regarde à moyen long terme, dans tous les cas, on se dit qu'il y a deux aspects absolument majeurs. Toutes les solutions devront permettre de préserver la planète et donc d'être pas ou peu polluantes. Ça, c'est là. On ne lance pas aujourd'hui des pistes qui vont intensifier les problèmes de dégradation de la planète. Ça, c'est le premier postulat. Le second, c'est mieux raisonner les transports. Il ne s'agit pas d'avoir la bougeotte, comme cela a été dit dans la loi des mobilités, au sens où on a un droit à la mobilité pour tous. Il y a certains déplacements qui ne sont pas agréables du tout, des déplacements subis. Et donc, penser par l'aménagement du territoire, l'aménagement des temps, l'espace dans lequel on habite, l'accessibilité des services est un point absolument majeur. C'est pour ça qu'une des préconisations dans ce petit rapport, c'est de faire en sorte que les politiques de mobilité soient faites, pensées dans les mêmes espaces que ceux de la planification urbaine, ceux auxquels on pense l'aménagement du territoire. Donc, c'est les deux postulats fondamentaux. Ensuite, un bouquet de solutions, mais très simple. Premièrement, les transports en commun qui restent, eh bien, il faut en intensifier l'utilisation et mieux les utiliser. Cas de certaines petites lignes ferroviaires où il y a encore un bassin de population suffisant pour alimenter un service, ou encore du car interurbain. Et il y a un certain nombre d'offres qui existent, mais elles sont mal connues, elles sont dispersées, etc. Donc, toutes les solutions collectives, les dynamiser autour notamment des gares. On a un maillage de gares assez exceptionnel en France. Deuxième autre grand bouquet de solutions, c'est socialiser l'usage de la voiture. La voiture individuelle dans laquelle il y a un sas de 2 tonnes pour moi rentrer dans le confort le soir au boulot et me vider la tête, ça pose question. Il suffirait qu'une partie de la flotte de véhicules soit d'usage partagé pour résoudre partiellement le problème des 20% d'assignés territoriaux, par exemple. Et on a des moyens technologiques aujourd'hui d'apporter des solutions plutôt pragmatiques, je pense au covoiturage courte distance sur ligne virtuelle, des systèmes d'autopartage où vous pouvez, à partir d'un abonnement qui se trouve dans votre téléphone portable, eh bien, vous pouvez aller ouvrir une voiture
et la prendre sans avoir d'autres paperasses à faire. L'autopartage, c'est aussi toutes les solutions qu'on connaît déjà, que l'on peut encore améliorer, le transport à la demande, le taxi. Et lorsqu'on est dans des espaces très, très denses, une politique publique intelligente et pragmatique peut passer par des mobilisations de moyens comme cela. Puis le dernier point, c'est les mobilités actives à la campagne, et je n'ai pas peur de le dire, par rapport à mon prédécesseur qui a parlé d'intoxication à la voiture, il a un peu raison, mais tout l'espace a été prévu pour la voiture. Quelquefois, dans certains villages, pour aller chercher le pain à la boulangerie, ce n'est pas sécurisant, parce vaut mieux être en voiture qu'à pied. Et donc, repenser des itinéraires de marche et des itinéraires de vélo. Je rappelle que près de la moitié des mobilités, des transports du quotidien font moins de 5 km. Et il suffit de mettre quelqu'un, un addict à la voiture, sur un vélo électrique pour qu'il se rende compte que, bien sur certains trajets, ce n'est pas inintéressant. Voilà donc les grandes solutions. J'ai mangé mes 10 minutes, je crois. Je conclus juste en disant que dans ce rapport-là, j'étais face à 2 types d'attitudes. Ceux qui disent oui, c'est génial, il faut des territoires attractifs, il faut conjuguer tout ça pour offrir ces bouquets de solutions variés à tous les Français. Je dis à tous les Français, je suis attaché à l'égalité. Puis à ceux qui me disaient, attends, laisse tomber, ton problème de la voiture, on te l'a dit, c'est que c'est polluant, demain il y a la voiture électrique. Désolé, mais la combustion du carburant n'est qu'une petite partie de la pollution des véhicules. Et il reste l'usure des pneus, des freins, l'usure de la route, qui produit plus de particules fines que la combustion du moteur. Et puis il y a cette question d'égalité, de solidarité. La même personne me dit, et puis tes quelques assignés territoriaux, on leur met un service de transport à la demande et roule ma poule. Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire une société cohérente et satisfaisante de cette manière-là. C'est pour ça que j'ai écrit un scénario rêvé qui permet de conjuguer et d'offrir avec pragmatisme aux différents types d'espaces peu denses un bouquet de solutions intéressantes. Merci. Merci beaucoup, Olivier Jacquin. Vous avez écrit un scénario rêvé, mais il y a aussi un scénario cauchemardesque, de l'échec, vous dites, qui est s'il ne se passe rien, rien ne changera. Et il faut pour ça une volonté des territoires. C'est pour ça que j'ai insisté sur la capacité des élus. J'aimerais qu'on me pose des questions sur la capacité financière des territoires à organiser ces politiques-là. Je suis en désaccord avec mon prédécesseur Gérard Engin, qui disait que, je crois, la compétence mobilité a besoin d'accompagnement et de partage. Elle a besoin d'énormément de technicité. Et cette technicité se paye, de même que la possibilité d'accompagner financièrement des services réguliers qui seraient mis en place. Et là, on a un vrai problème. Merci Olivier Jacquin, merci à tous les trois de vos interventions qui ont suscité beaucoup de commentaires et beaucoup de questions. D'après ce que j'ai pu voir, Pierre Taillant, je vous laisse peut-être nous faire une petite synthèse et redonner la parole aux intervenants s'il y a besoin de précision. Oui. Vous l'avez vu, pas mal de commentaires, pas mal de questions de nos presque 350 participants. Effectivement, pas mal de réactions à l'intervention de Gérard Engin sur la question de l'addiction à la voiture. Je vais y revenir. Des questions également sur la prise de compétences mobilité de la part des communautés de communes. Et enfin, des questions qui sont plutôt liées sur les solutions en milieu rural et comment accéder aux services qui ont été évoqués. Je reviens peut-être sur la question de l'addiction à la voiture et cette vision urbaine du rural qui a été soulignée, et une question à Gérard. Comment ne pas prendre cette question par une position de surplomb depuis la ville vers le rural, je comprends. Et également une question sur les actions d'éducation efficaces qui peuvent être mises en place, peut-être autour de la voiture et l'ouverture vers d'autres modes, puisque des participants ont souligné que il y a une sorte de verrouillage autour de la voiture qui peut empêcher peut-être certains habitants ou des habitants des territoires ruraux d'aller explorer, tester aussi les autres solutions de mobilité.
Oui, quand je parlais d'addiction à la voiture, ce n'est pas un jugement que je portais. C'est un jugement sur le jugement qui est porté en disant que la ruralité est addicte à la voiture. Parce que, comme le disait Olivier Jacquin, cette voiture-là, elle n'est pas là par hasard. C'est-à-dire que la voiture, c'est aussi la voiture qui a façonné quelque part les paysages et les distances. C'est parce qu'il y a eu la voiture aussi que les distances se sont éloignées. Ce que je veux simplement dire, c'est que, assez d'accord avec ce qui a été dit sur les 80-20% et ainsi de suite, c'est que derrière cette idée de voiture et même d'autosolisme, il ne suffit pas d'une injonction en disant c'est pas bien. Il faut aller comprendre pourquoi ils le font. Moi, les gens que j'ai interrogés sur la voiture, notamment des personnes, des femmes assez paradoxalement d'une soixantaine d'années, disaient mais vous ne voulez pas nous remettre dans les bus ou nous remettre dans la maison chez nous. C'est la voiture qui, il y a 40 ans, nous a permis aussi de nous émanciper. Donc, ne voyons pas que le côté négatif de cette voiture-là, ayant une vision aussi assez réaliste. Alors, il y a sans doute d'autres choses, mais le débat sur la voiture, c'est un débat très, très central et très important qu'on ne traitera pas. Simplement, l'idée, c'est qu'il ne faut pas être dans le bien ou pas bien. Il faut être dans l'usage et comment on fait pour finalement pouvoir travailler avec les personnes pour qu'elles puissent accepter éventuellement de partager la voiture et toutes ces choses-là. Sur l'éducation aussi très, très rapidement, alors c'est un travail en cours, on essaye de beaucoup réfléchir sur l'éducation à la mobilité. L'idée aussi, c'est que l'éducation, elle est toujours politique quelque part, parce que quand on parle d'éducation, il y a bien quelqu'un qui fixe un cadre. Aujourd'hui, le cadre de cette éducation, il est assez centré sur l'urbain et qui aurait une éducation à faire par rapport à la ruralité. J'aime bien parfois inverser les choses. On parle souvent des ruraux qui manquent d'ambition parce qu'ils ne font pas d'études supérieures, parce qu'ils ne font pas ci, parce qu'ils ne font pas ça. Est-ce que finalement, l'ambition, c'est obligatoirement ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas retourner quelquefois le problème et se dire, il serait très intéressant aussi que beaucoup d'urbains avec beaucoup d'ambition, viennent de temps en temps, et des tuteurs dans la ruralité, et viennent regarder ce qui s'y passe, parce que c'est aussi une façon de vivre qui est toute légitime. Donc l'éducation, c'est pas forcément simplement de l'urbain vers le rural, mais ça doit se regarder des deux côtés. Mais là aussi, on prolongera sans doute la discussion en dehors de ce webinaire. Merci Gérard. Des questions maintenant sur la prise de compétences, mobilité. Des participants ont souligné que le moment était mauvais, le moment était mal choisi pendant cette période de crise et qu'elle posait des complications supplémentaires. Et également, j'ai l'impression pas mal de remarques et de questions sur le manque de lisibilité, le manque d'articulation des compétences entre les régions, les communautés de communes, en fonction des sous-sujets thématiques. Il y a les transports scolaires qui ont été évoqués, l'élaboration de différents types de solutions, pas mal de réactions sur l'autopartage, c'est-à-dire de manière plus générale, monter des projets sur les territoires, que ce soit de l'autopartage en véhicule électrique ou pas, développer des solutions pour se rendre dans les espaces France Service qui ont été évoqués. Peut-être Céline Mouvet, sur cette question de la prise de compétences. Oui, du coup, je ne vais pas faire un exégèse de toutes les discussions qu'on a pu avoir sur la prise de compétences et des articulations région EPCI. Après, la situation est sans doute aussi variable suivant les régions et c'est vrai que sur cette prise de compétences, et je l'indiquais, c'est jouer aussi la manière dont vous pouvez appréhender les questions de mobilité, encore une fois, très marquées par l'appréhension urbaine et ce côté transport de masse. Et là où je rejoins Gérard Anja, il y a aussi ce rôle quand même de mobilisation et le fait de faire émerger un acteur au niveau local. Voilà, donc derrière ça, effectivement, il y a eu plus ou moins d'intégration et de réflexion. La loi est complexe parce qu'elle permet beaucoup de souplesse, voilà, mais effectivement, ce n'est pas forcément toujours évident. Moi, ce que je retiens aussi des discussions sur la prise de compétences et de ce point avec la région ou la OM, qui du bon niveau, qui de la bonne échelle. Je pense que c'est important aussi, notamment dans le rural, mais c'est aussi le cas pour l'urbain, de aussi miser sur ces questions de gouvernance des interdépendances et de complémentarité d'action. On parlait de la technicité
technicité et de l'ingénierie sur les services réguliers. La loi n'était pas là pour dire aux EPCI, aux communautés de communes, allez reprendre ce que les régions font et allez vous occuper, reprenez les DSP de transport scolaire. C'était pas ça l'objectif. Et c'était vraiment d'aller chercher des ressources au niveau local pour faire émerger des solutions au plus proche des usagers. Et ce rôle un peu de mobilisateur et de fédérateur, c'est aussi quelque chose qui pouvait manquer dans le rural, où on avait un acteur assez prégnant qui était les régions, mais à effectivement une échelle très importante. Voilà ce que je pourrais dire sur la prise de compétences, et on aura des enjeux aussi forts dans l'articulation des territoires ruraux, des territoires périurbains avec les zones urbaines, puisqu'effectivement, avec la concentration des emplois et des services, on a aussi tout cet enjeu-là d'accessibilité. On a parlé des réseaux de gares et du travail de rabattement. Il y a quand même aussi pas mal de choses à faire. Donc voilà, donc il faut voir la prise de compétences des EPCI comme pas une injonction à ce qu'ils résolvent l'alpha et l'oméga, mais qu'ils ne prennent part au projet de territoire et leur pierre ajoutée. Et cette pierre, elle apporte quand même la proximité à la fois avec les habitants et à la fois, à mon sens, avec, comme on l'a souligné, les autres domaines de politique publique, à savoir notamment l'aménagement du territoire, les politiques de développement économique, etc., qui sont gérées à ces échelles-là. Merci. Si on a peut-être encore une petite minute. Oui, Pierre, on a encore le temps de 2 petites questions ou d'une grande question. C'est comme vous voulez. Simplement revenir sur les échéances concernant l'agenda rural, avec une question peut-être à Madame Saillant sur le fait de savoir si les conseils départementaux seraient consultés sur cet agenda, et est-ce que cet agenda était assorti de moyens financiers? Alors, peut-être sur les moyens financiers, donc en fait, ce sont les moyens des différents ministères mobilisés sur ces mesures. Il y a eu pas mal d'argent aussi sur un certain nombre de mesures dans le cadre du plan de relance, donc je l'ai cité. C'est le cas des petites lignes, c'est le cas du numérique, c'est le cas des projets alimentaires territoriaux aussi sur les circuits courts, où il y a eu 300 millions d'euros aussi. Donc, il y a pas de, à part une très petite enveloppe, mais qui permet de faire quelques petites choses. Il n'y a pas de budget spécifique, mais un budget par mesure des différents ministères pour faire avancer, et donc une enveloppe complémentaire assez importante du plan de relance. D'ailleurs, lors du dernier comité interministériel ruralité, le Premier ministre a indiqué que sur le plan de relance, il y aurait 5 milliards d'euros qui bénéficieraient justement aux zones rurales, avec un bilan qui sera fait au prochain comité interministériel ruralité, qui devrait se tenir avant la fin du mois de juin. Sur la consultation, je ne vais pas forcément dire qu'il y a eu à proprement parler une consultation des conseils départementaux ou des conseils régionaux ou autres sur l'agenda rural. Juste redire qu'en fait, l'agenda rural, donc dans les 5 élus qui avaient fait les 200 propositions initialement, il y avait un député, un sénateur, une vice-présidente de l'association des maires, un vice-président de l'association des maires ruraux, et quelqu'un de l'association Nouvelle Ruralité. Donc en fait, il y a eu une représentation assez équilibrée des élus qui ont travaillé sur cet agenda rural. Après, il n'y a pas eu de consultation individuelle sur les 180 mesures des différentes collectivités, mais un certain nombre de phases de partage de l'agenda rural lorsqu'il a été présenté par le Premier ministre à l'automne 2019. Et peut-être pour également être complète, dire qu'on a donc identifié des référents ruralité au sein de chacun des ministères, et donc là, David Cobel est référent sur le sujet mobilité. On a également des référents ruralité qui ont été désignés dans chacun des départements, qui sont des sous-préfets, et ils ont décliné dans près de 70 départements une stratégie ruralité, et dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie ruralité, c'est-à-dire la déclinaison de l'agenda rural pour le département, quelles sont les problématiques particulières et les solutions qu'on veut mettre en œuvre, les mesures de l'agenda rural en particulier, cette stratégie, elle a été élaborée en associant effectivement
si possible, les partenaires locaux. Et on peut se dire que dans un certain nombre de départements, c'est dans ce cadre-là que les départements peuvent être associés. Merci beaucoup. Merci Pierre, merci à tous ces premiers intervenants de cette première séquence pour ces échanges vifs et variés. Nous allons pouvoir maintenant ouvrir notre seconde séquence. Il est temps de se poser la question de comment se mobiliser pour faire émerger et développer des solutions de mobilité solidaire. Alors, nous avons construit cette séquence à travers une triple approche: porteurs de projets, territoires et acteurs accompagnant les projets, avec des problématiques assez similaires pour chacun des intervenants. Quelles ont été les difficultés rencontrées dans le projet? Quelles sont les conditions de réussite pour mener à bien un projet de mobilité solidaire? Ou encore, quelles sont les étapes jugées comme structurantes dans la construction d'un tel projet? Les deux porteurs de projets qui vont intervenir sont deux associations qui agissent au plus près des personnes les plus fragiles et qui ont de fait une véritable expertise dans la mise en place de projets de mobilité solidaire. Bonjour, Daphné Chamard-Terlinck. Vous êtes chargée de projet mobilité inclusive et durable au Secours catholique. Et nous allons nous intéresser avec vous à une étape, en termes de méthode, qui est une étape essentielle, qui est celle de l'identification des besoins, celle de la connaissance du territoire, celle de la connaissance des habitants. En quoi une association comme la vôtre joue-t-elle un rôle dans cette connaissance des publics dits fragiles? Merci Francis et bonjour à tous. Donc en effet, moi on tenait particulièrement à vous parler de cette étape qui est indispensable dans la construction de projets mobilité et particulièrement la mobilité solidaire, qui est le diagnostic et puis en fait particulièrement la prise en compte de la parole des personnes. Et ça renvoie justement à ce que nous disait Gérard tout à l'heure. Et on voulait en tout cas illustrer cette étape indispensable à travers deux exemples des exemples en fait de projets de mobilité, donc qui sont en soi déjà une réponse, mais qui permettent aussi d'aller un petit peu plus loin. Alors nous, on a quand même tendance, de manière générale, quand on construit un projet, et particulièrement sur le sujet de mobilité, à se focaliser sur des données plus quantitatives qu'on va récupérer via les enquêtes nationales déplacement, par exemple, ou des enquêtes de territoire. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Parce que si ce sont des bons indicateurs pour avoir une vue très macro, ces données, elles ne mettent pas assez en évidence les problématiques particulières des personnes qui sont hors des radars standards et qui sont ces personnes dont on parle depuis tout à l'heure, qui sont les empêchés de la mobilité parce qu'on va avoir des ressources financières qui sont fluctuantes, des emplois du temps morcelés, des situations familiales atypiques, des besoins en termes d'accès aux soins, aux services administratifs qui sont spécifiques. Et ça, on n'arrive pas à le voir dans ces données très généralistes. Et tous ces événements, tous ces éléments, ça génère des besoins de mobilité qui sont différents. Et c'est là où finalement, on se rend bien compte de la nécessité d'aller chercher des éléments qui sont beaucoup plus qualitatifs. Alors, bien sûr, on n'a pas forcément la légitimité du nombre, tel qu'on peut l'avoir quand on fait des enquêtes où on vise la représentativité. Mais en fait, on se rend compte que ce sont des éléments qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus précis et qui permettent vraiment de répondre à des besoins et donc à se situer effectivement dans des réponses plus justes. Et je le voyais dans les commentaires ou même dans l'intervention de M. Jacquin. Et on a parfois des dispositifs qui existent et puis on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, finalement, peut-être parce qu'il faut creuser les véritables besoins des personnes. Et donc, à travers ça, on voulait partager ces éléments à travers la mobilité inversée, qui peut aussi être un levier donc, pour identifier au mieux les besoins, et puis on va le voir juste après, qui permet aussi de co-construire des projets avec les personnes. Alors, la mobilité inversée, qu'est-ce que c'est? Ce nom un peu barbare, bon, finalement, on peut résumer, c'est simplement aller vers. C'est-à-dire proposer une alternative au déplacement, c'est mettre en place un transport itinérant qui va à la rencontre des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer et surtout ce service itinérant, cette alternative qui va pallier à l'absence de services de proximité. Alors, bien sûr, ça peut prendre plusieurs formes. Cyprien aura l'occasion aussi de nous en parler. Ça peut être l'idée de rompre
l'isolement, de créer du lien social, et ça peut aussi offrir des services tout type. On a par exemple des laveries itinérantes, des épiceries itinérantes, des bus numériques, on parlait aussi tout à l'heure de la fracture numérique, donc voilà, tout type de services. Donc finalement, cette mobilité inversée, dont vous voyez un exemple justement de bus, et je crois d'ailleurs que dans nos participants, on a des personnes du Périgord HD, en fait, déjà, cette mobilité inversée, c'est une façon d'agir sur les problématiques de mobilité en milieu rural en proposant des services. Mais ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, c'est que c'est la force de ces dispositifs, c'est aussi qu'ils permettent de recueillir la parole des personnes. Ce qu'on nous remonte beaucoup, et ça, je pense que tout le monde le partage, c'est un besoin d'écoute. Les personnes qu'on rencontre, qu'on accueille, elles ont des choses à dire, mais à qui? Comment? Et finalement, une phrase qui peut un peu résumer, c'est tout ce qui se dit là, on aimerait que ça remonte. Et en fait, au Secours catholique, les équipes, elles sont là aussi pour ça, pour aider à remonter, à recueillir toutes ces problématiques. Et donc concrètement, on a donc à plusieurs endroits des bus que l'on appelle donc des fraternibus. Le principe, c'est un bus qui circule de village en village pour rompre l'isolement, pour offrir une oreille attentive autour d'un moment convivial. C'est un moment agréable aussi qui permet aux personnes de pouvoir partager leur quotidien et de se rendre compte de problématiques communes et de difficultés récurrentes, par exemple d'accès aux droits. Et c'est là où on commence aussi à être dans une analyse de besoins beaucoup plus fine et à prendre le temps d'écouter les personnes dans leurs problématiques. Un autre exemple qu'on pourrait citer, vous verrez sur la slide juste après, c'est la roulotte des délices, qui est un autre service de mobilité inversée qui a été mis en place par une équipe dans le Gard. C'est un accueil café. L'idée, c'est d'avoir un moment convivial. Mais dès le début, ce dispositif de mobilité inversée, il a été pensé pour écouter, pour remonter les besoins et surtout pour accompagner les initiatives citoyennes. En fait, la cuisine que propose cette roulotte des délices, c'est un prétexte, entre guillemets, mais qui permet aussi d'aller au-delà et de proposer d'aider, d'accompagner les personnes à porter des initiatives. Puisqu'effectivement, travailler sur les besoins, c'est important, mais c'est aussi sur les solutions. Au Secours catholique, on promeut vraiment les démarches d'accompagnement au changement social local afin de redonner du pouvoir d'agir aux personnes et vraiment de se dire que les personnes qui ont besoin de dispositifs, elles peuvent participer et elles doivent participer à leur construction. Et par exemple, sur la roulotte de délices, ça a permis l'émergence de 2 projets locaux qui ont été portés par les citoyens, dont un, par exemple, de projets de jardins partagés, parce qu'effectivement, on se rendait compte que quand on parle de mobilité en milieu rural, c'est souvent parce qu'on a des difficultés à accéder à un service. Donc, comment on crée aussi des nouveaux services? Alors, les difficultés, c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, donc c'est le slide suivant, mais c'est que ça ne marche pas toujours comme prévu. C'est-à-dire que quand on met en place un dispositif de mobilité inversée, il faut savoir se réinventer. Encore une fois, être à l'écoute des personnes parce que les lieux ne sont pas toujours les bons, les horaires ne sont pas toujours les bons. Donc, il faut aussi se dire on essaie, on tente, on essaie d'aller à la rencontre des personnes et on voit. Et puis, parfois, les initiatives telles que l'on voudrait, elles peinent à émerger. Donc, il faut savoir se remettre en cause et se réinterroger un petit peu sur le projet. Mais en tout cas, voilà, ce sur quoi on voulait vraiment insister, c'est le fait que l'identification des besoins quotidiens et réels des personnes, elle est nécessaire pour adresser au mieux ces problématiques de mobilité. Et cela, ça nécessite souvent d'aller à la rencontre des personnes. Et en allant à la rencontre des personnes, ça peut faire évoluer son projet. Donc, il faut aussi être capable de se remettre en cause, mais ça permet aussi de mieux intégrer les personnes et d'être dans une réponse qui est plus juste. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager autour de dispositifs de mobilité inversée qui permettent d'être au cœur des besoins des personnes. Merci beaucoup, Daphné, pour votre intervention. Ça me fait penser à une citation qu'il y avait d'ailleurs dans le rapport d'Olivier Jacquin, qui était de Jean-Marc Hoffner, qui disait « On ne peut pas comprendre les lieux sans comprendre les liens ». C'est finalement ce que vous venez de nous expliquer. Autre porteur de projet, la Croix-Rouge française. Bonjour, Cyprien Noble. Vous êtes chef de projet Croix-Rouge Mobilité, responsabilité sociétale de l'organisation. Alors, Croix-Rouge Mobilité, ce sont des communautés d'acteurs locaux qui mettent leurs ressources en commun pour proposer des solutions de mobilité partagées et solidaires. Et nous allons avec vous nous arrêter sur une autre étape
dans la construction d'un projet de mobilité solidaire, tout aussi importante, l'étape de la mobilisation des acteurs. Comment est-ce qu'on impulse une démarche, comment est-ce qu'on mobilise et comment on pilote les partenaires? Effectivement, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la mobilisation des acteurs. Je vais me focaliser un peu sur cette étape ou sur cette démarche. Simplement pour introduire Croix-Rouge Mobilité, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un programme d'innovation sociale territoriale dans le champ des mobilités qui consiste à accompagner l'ensemble des structures locales de la Croix-Rouge française dans le développement de solutions de mobilité partagées et solidaires. Alors, en fait, la Croix-Rouge française, ça représente plus de 500 établissements du sanitaire, du médico-social, du social et de la formation qui sont implantés dans toute la France et plus de 1000 unités ou antennes locales gérées quasiment à 100% par des bénévoles qui, elles aussi, maillent le territoire français et en Outre-mer également, et qui agissent dans le domaine de l'urgence et du secourisme et de la solidarité principalement. Les solutions de mobilité partagée que l'on organise, ce sont l'autopartage, le covoiturage et le transport solidaire à destination prioritairement de publics qui n'ont pas d'autre solution pour se déplacer. Donc, je ne vais pas revenir sur la phase de comprendre les problématiques, mais simplement pour des raisons de distance, d'éloignement, de budget, de capacité physique ou physiologique, de handicap, etc. Voilà, en fait, notre objectif, c'est bien de pouvoir solutionner la mobilité de ces personnes-là avec les ressources dont on dispose. Donc, sur la diapo suivante, je vais donc me focaliser sur la question de la mobilisation des acteurs. Et qui dit donc mobilisation des acteurs dit identification tout d'abord de ces acteurs et aussi, plus loin que ça, d'identifier les ressources propres à chaque acteur. Et là-dessus, donc pour revenir très rapidement sur le contexte, ce qui me semble important de dire, c'est qu'il faut donc développer une approche très pragmatique, non calquée sur les contextes urbains. Donc là, je fais un peu répétition avec ce qui a pu être dit par Gérard tout à l'heure notamment, avec donc la rareté des offres de transport et de services de mobilité. Et derrière, donc 80% des déplacements en milieu rural qui sont réalisés en voiture, la plupart du temps la voiture individuelle, et les agglomérations de moins de 2000, pas pour cent, mais de 2000 habitants, qui est 95% des ménages disposent d'au moins une voiture. Donc là, ça me permet de casser un petit peu un mythe qui est celui de dire que les personnes les plus pauvres ne sont pas véhiculés. C'est une vérité pour une partie, mais il faut quand même avoir en tête que d'être véhiculé, c'est une réalité pour une partie importante quand même des personnes qui sont dans des situations de précarité, voire de très grande précarité, qui finalement vraiment sacrifient une grosse partie de leur pouvoir d'achat ou de ce qu'il en reste pour pouvoir continuer d'avoir une voiture. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils peuvent toujours l'utiliser, etc., parce qu'il faut mettre de l'essence dedans, il faut l'entretenir, etc. Mais c'est quelque chose qui m'amène à la cible principale. Pour nous, en tout cas, Croix-Rouge Mobilité, ce sont donc les habitants, les ménages, les consommateurs. C'est volontaire de les appeler de cette manière pour aussi casser l'idée qu'on va avoir, qui consiste à les présenter peut-être un peu trop souvent comme des bénéficiaires ou des personnes accompagnées. Nous, notre objectif, c'est un peu, à travers Croix-Rouge Mobilité, de dire chaque personne, quelle que soit sa situation, peut contribuer à la mobilité partagée et solidaire sur son territoire. Parfois, elle va être effectivement en position de bénéficiaire ou d'usager des services, d'utilisateur des solutions, mais parfois, peut-être en tant que contributeur. Et chaque personne doit être appréhendée sur cette double approche. Ça, c'est vraiment très important. Et derrière cette cible principale, que en tout cas, nous, on considère comme principale, on va cibler les acteurs qui peuvent contribuer à la mobilisation de ces habitants, à savoir les collectivités locales et notamment les municipalités. Là, c'est volontaire également de ne pas dire forcément les collectivités type département, communauté de communes, même si on travaille avec elles, on y pense, on pense à elles, etc. Et on sait que la compétence et le rôle qu'elles peuvent avoir. Simplement, quand on veut développer en proximité
la municipalité est un réel acteur et qui peut avoir un rôle très important malgré effectivement le manque d'ingénierie, malgré le manque on va dire de ressources humaines pour travailler sur ces sujets. Autre acteur qui nous semble hyper important, et donc là, on se représente nous-mêmes, mais pas uniquement nous, Croix-Rouge française, les associations locales, notamment celles qui fonctionnent en partie ou principalement avec l'énergie bénévole, que ce soit dans le domaine de la mobilité ou dans n'importe quel domaine, en fait, cette capacité d'organisation locale à but non lucratif à fédérer les habitants, à créer de la force collective, ça, c'est une richesse qui est inégale selon les villages. On a des villages où l'offre associative, finalement, est très faible. Cependant, dès qu'elle existe d'une manière ou d'une autre, il faut savoir la mobiliser. Et puis, les entreprises locales, notamment les employeurs, qui sont en lien direct avec les populations, qui en ont besoin autant que les habitants ont besoin d'eux. Et je voulais simplement appuyer sur cette diapo-là, sur l'identification des acteurs, le fait que l'ensemble de ces trois acteurs précités ont souvent des appuis territoriaux, régionaux ou nationaux à travers des fédérations, des fondations qui savent mettre en lien, qui savent accompagner. Et on se rend compte que souvent, il y a vraiment un potentiel de ressources inexploitées pour accompagner la mobilité solidaire sur les territoires. Donc, sur la diapo suivante, je vais simplement donc proposer deux grands messages pour comment on réussit la mobilisation des acteurs. Le premier, c'est de faciliter l'expression du potentiel de chacun de ces acteurs. Les identifier ne suffit pas pour les cibler une fois que le dispositif ou que le projet est tout ficelé. Donc, il faut savoir naturellement détecter les porteurs de projets existants et les inclure dès le début. Ça, sur ce point-là, je ne vais pas plus que ça développer parce que ça me semble aller de soi. Peut-être la deuxième idée me semble particulièrement intéressante, celle d'identifier les acteurs qui œuvrent pour la mobilité, mais sans le savoir. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit sans le savoir? C'est-à-dire un groupe de voisins qui a des pratiques de mobilité solidaire, une association qui n'agit pas dans le domaine de la mobilité, mais qui finalement organise des sorties culturelles, organise de l'accès aux soins, participe finalement à cette mobilité solidaire. C'est juste qu'elle ne le définit pas forcément de cette manière-là. Et donc, il faut savoir comprendre les motivations de ces types d'acteurs, comprendre leur rapport à la mobilité, à l'idée de mobilité. Et puis, ça m'amène à la troisième idée qui est d'amener chacune de ces parties prenantes à prendre conscience de son potentiel. Sultana, je veux bien qu'on revienne. Merci. Le deuxième message, c'est de construire collectivement les solutions. Il a déjà été mentionné tout à l'heure, notamment par Gérard, ne pas imposer un dispositif prédéfini, ne pas imposer un dispositif clé en main, pensé d'en haut et finalement qui va se déployer sans forcément prendre en compte les attentes précises, donc comme l'a développé Daphné juste avant. Et puis surtout, les deux idées qui viennent par la suite sur le fait de construire collectivement Je veux bien qu'on revienne encore, merci. Qu'on revienne encore. Donc, pour les deux idées, c'est de prendre en compte et d'accepter les limites de chaque type d'organisation. Construire en collectif, c'est accepter qu'on va faire travailler ensemble des collectivités, des entreprises, des associations, certaines de grande taille, certaines de très petite taille, et chacune de ces organisations va avoir ses limites. Il faut l'accepter d'emblée pour construire ensemble, et c'est pareil pour le statut de chaque personne qui va être amenée à agir dans un projet de mobilité solidaire. Lorsqu'on veut travailler avec des habitants, avec des bénévoles ou avec des élus, il faut prendre en compte leur statut, prendre en compte le fait qu'ils sont rémunérés ou qu'ils ne sont pas rémunérés, le fait qu'ils ont des engagements, des contrats, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît particulièrement important. Sur la diapo suivante, et donc dernière diapo, je vais simplement illustrer cette étape de mobilisation par la méthodologie que l'on utilise avec Croix-Rouge Mobilité. Ce qui nous semble important, c'est de résumer avec les trois verbes tester, apprendre et impliquer. L'idée, premièrement, c'est de ne pas construire une machine de guerre ou
de vouloir avoir quelque chose de très ambitieux avant de lancer des premières solutions. Avec très peu de choses, on peut lancer des premières solutions de mobilité. Il existe des ressources sur les territoires. Comme on le disait tout à l'heure, 95% des ménages ont une voiture. Il y a beaucoup d'organisations comme les nôtres qui ont aussi des flottes de véhicules et qui ne les utilisent pas toujours. Nous, c'est ce qu'on fait. Quand on n'utilise pas certains véhicules, on les met à disposition, on les utilise pour faire de la mobilité solidaire. L'objectif, c'est l'étape 2, de constituer une communauté locale. Aujourd'hui, on veut socialiser, effectivement, pour reprendre les termes d'Olivier Jacquin tout à l'heure. Ça, pour nous, c'est une idée vraiment structurante de la mobilité solidaire dans le monde rural. C'est de socialiser la mobilité aussi en voiture. Et donc, les habitants seuls ne peuvent rien faire. Un ménage seul ne peut rien faire et on aura beau lui demander, le sensibiliser, l'éduquer. S'il se sent en incapacité de tout porter sur ses épaules, il ne s'engagera pas. Donc, il faut constituer des communautés locales en mobilisant les forces vives qui sont les plus partantes en premier et faire venir, rendre attractif le projet. Par la suite, ça permet de développer des nouvelles solutions. Une fois que la communauté s'est développée, qu'on a réussi à impliquer des habitants qui jusqu'ici ne s'intéressaient pas à la mobilité, des élus qui, pareil, ne s'intéressaient pas spécifiquement à cette question. Et donc, la quatrième étape, finalement, l'objectif, c'est d'augmenter la capacité du territoire à répondre aux besoins existants, mais aussi à pouvoir répondre et réagir quand il y a des nouveaux besoins. Et là, le meilleur exemple, c'est l'arrivée de la campagne de vaccination qui, sur les territoires où on avait des communautés qui étaient déjà structurées et présentes, ont pu répondre vraiment du jour au lendemain à ce nouvel enjeu de pouvoir donner accès aux centres de vaccination à des populations en précarité ou en situation d'isolement et de difficulté de mobilité. Voilà pour mon témoignage. Je repasse la parole à Francis. Merci Cyprien pour cet éclairage. Un projet de mobilité solidaire n'a évidemment de sens, hein, on l'a vu, que s'il s'incarne sur un territoire. Quelle est justement la vision d'un territoire? Direction la communauté de communes des Monts du Lyonnais, territoire rural de moyenne montagne situé dans le département du Rhône et de la Loire. Bonjour Marie-Luce Arnoux, vous êtes vice-présidente aux Solidarités. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre communauté de communes assez récente, hein, qui rassemble aujourd'hui 32 communes, je crois? Marie-Luce Arnoux. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis vice-présidente à la communauté de communes des Monts du Lyonnais, déléguée aux solidarités actives. Donc, cette communauté de communes des Monts du Lyonnais se situe au cœur du triangle formé par la ligne reliant Lyon, Saint-Étienne et Roanne. Elle compte 32 communes, 35 000 habitants. Elle est toute récente parce que voilà, elle est le fruit de la fusion de 2 autres communautés de communes. Donc, ce territoire est un territoire très rural, au relief accidenté, important à retenir, hein, si on parle de mobilité douce, et avec un habitat aussi très dispersé. Donc, dans les années 90, mes prédécesseurs élus, avec la population, ont créé un transport pour les personnes âgées, car il avait été observé que beaucoup de femmes, au décès de leur mari, se retrouvaient isolées dans une campagne sans permis de conduire, sans possibilité d'être autonomes dans leurs déplacements. Et cette difficulté en fait, liée au déplacement est devenue récurrente, hein, du fait de la concentration des services et des commerces dans les bourgs-centres de notre territoire. Et donc, cette question de la mobilité a été prise à bras-le-corps et a évolué en termes de réponses à apporter. Donc, nous avons travaillé sur cette évolution de transport et particulièrement de services de transport social. Et aujourd'hui, on a un dispositif qui est devenu vraiment essentiel pour faciliter l'accès aux soins, aux services, pour prévenir de l'isolement et maintenir le lien surtout entre les habitants de communes voisines. Et en même temps, il convient aussi de faciliter l'accès au lieu de travail pour des personnes, comme vous l'avez pu le nommer précédemment dans vos interventions respectives, pour ces personnes qui sont dans des démarches et des dispositifs d'insertion socio-professionnelle ou qui sont, par leur situation personnelle,
plus vulnérables quant à cette autonomie. Donc l'enjeu les enjeux plus exactement pour notre territoire, c'est vraiment d'agir à la fois sur le développement des services pour réduire l'inégalité et en même temps faire en sorte que l'accessibilité à ces services puisse être là. Et l'autre visée essentielle, puisque nous sommes un territoire engagé, un territoire TEPOS aujourd'hui, c'est agir sur le fait de répondre à ce développement durable et à cette mobilité plus durable. Donc, fort de tout cela, c'est vrai que nous sommes très, très mobilisés sur ces chantiers parallèles que nous menons de façon, on va dire, concomitante avec les autres collectivités environnantes. Tout ça dans un but d'être vraiment acteur et de ne plus subir les effets de la mobilité. Et ceci va avec la décision que nous avons prise de prendre la compétence mobilité parce qu'il nous semble important d'être au plus près des décisions et des espaces et parties prenantes, des espaces décisifs pour agir de façon aussi la plus pragmatique. Ça aussi, vous l'avez nommé précédemment et ça nous tient à cœur. Il s'agit vraiment d'agir dans la dentelle quand on est élu en milieu rural. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Marie-Pierre Guichet, responsable du service mobilité. Merci beaucoup, madame. Justement, qu'est-ce que vous attendez de cette prise de compétences? Vous venez de le dire, vous venez de le faire. Marie-Pierre Guichet, responsable du service mobilité. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je vais fermer ici. Attends. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. Je rebondissais en fait. Très bien, je vous entends. Est-ce que vous pouvez nous présenter à la fois votre transport social et nous dire ce que… Micro, peut-être. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Et vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va quand même présenter à la fois ce transport social et nous expliquer aussi ce que vous attendez de cette prise de compétences de mobilité. Oui, alors pour effectivement aller peut-être assez vite, le transport social des Monts du Lyonnais, donc il s'adresse vraiment à des personnes qui n'ont pas du tout de moyens de déplacement, avec des revenus très modestes puisqu'il s'appuie sur la grille ANA, qui est la grille qui est utilisée pour les aides également à la rénovation de l'habitat. Et il cible des personnes, soit des personnes âgées, donc de plus de 65 ans, des personnes au RSA, des personnes allocataires qui reçoivent des allocations de retour à l'emploi, des personnes en situation de handicap et des personnes en insertion socio-professionnelle. Bon, voilà, c'est un public très, très ciblé. Il s'appuie sur en fait des conventions avec les sociétés de transport locaux, les taxis. Il est sur une collaboration avec les 32 communes de la communauté de communes. Donc, les personnes qui potentiellement peuvent en bénéficier doivent d'abord s'adresser à leur commune pour monter le dossier. Puis, ce dossier vient jusqu'au niveau de la communauté de communes qui, elle, va, on va dire, retourner à l'usager les outils pour pouvoir se déplacer, c'est-à-dire une carte de déplacement, un carnet de nombre de trajets de déplacement et la liste des taxis locaux, pour faire simple. Il est limité également, ce service, à 10 trajets par mois, sauf pour les personnes en insertion socio-professionnelle où on l'a un peu adapté. Et chaque trajet coûte 2 €, quelle que soit la distance. Et il y a également une liste, on va dire, d'endroits où la personne peut aller. Ce n'est pas que sur la communauté de communes, c'est aussi beaucoup aux alentours, dans les petites villes de proximité, là où il y a certains services qui n'existent pas sur la communauté de communes.
Et on l'évoquait avec Olivier Jacquin en début de ce webinaire, hein, le développement aussi de solutions plus durables, de solutions alternatives. Vous travaillez, vous également, à tester notamment des vélos à assistance électrique, c'est ça? Oui, alors si on peut passer la diapo suivante. Alors, juste pour terminer sur ce dispositif, je suis désolée, voilà, encore quelques mots. Il marche vraiment bien parce qu'il s'appuie vraiment sur les élus municipaux, sur les CCAS et sur toutes les structures sociales de proximité avec qui nous avons fait beaucoup d'informations, de communication qui peut faire le lien avec des potentiels, on va dire, personnes qui viennent à leur structure et qui auraient besoin de se déplacer. Il fonctionne aussi bien parce qu'il y a un comité d'arbitrage. Si on a des cas un peu spécifiques, particuliers à gérer, il y a un groupe d'élus qui est là et qui répond vraiment, on va dire presque du tac au tac pour gérer les difficultés. Il y a également des difficultés, effectivement, le repérage des bénéficiaires, parce qu'on en a quand même toujours qu'on a du mal à repérer. Malgré toute la communication qu'on a fait aussi auprès, on va dire, de différentes structures, des cabinets médicaux, de tout voilà, vraiment très, très large. Certaines communes ont même distribué de l'information dans les boîtes aux lettres de tous les habitants. Mais quand même, on n'arrive pas tout le monde n'est pas repéré. Et puis, il y a des règles très strictes parce qu'on a des budgets limités. Et diapo suivante. Effectivement, on essaie de développer la mobilité durable par d'autres moyens. Avec les personnes en insertion socio-professionnelle où on a commencé des expérimentations de services de vélo assistance électrique avec des formations de remise en selle. Des diagnostics vraiment auprès de ces personnes avec un partenaire, mobilité et diagnostic permis pour voir vraiment quels sont les besoins et quelles solutions mettre en place. Et puis également sur des réflexions sur les déplacements vraiment, on va dire, de très grande proximité avec des ateliers aussi de remise en selle pour les seniors pour justement aller de leur habitation jusqu'au bourg. Des fois, c'est très proche plutôt que prendre une voiture et y aller à vélo, par exemple. On travaille avec des communes sur, je ne l'ai pas noté ici, des aménagements, des réflexions sur les aménagements mobilité active, vélo et à pied au sein des communes pour qu'elles soient plus faciles, qu'on puisse effectivement facilement se déplacer à pied, en plus, avec plus de sécurité. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous repose quand même ma question de tout à l'heure en un mot. Hein. Vous êtes une communauté de communes qui vous occupiez déjà des affaires de mobilité. Vous venez de prendre la compétence mobilité. Qu'est-ce que vous attendez de cette prise de compétence en un mot? Ce qu'on attend, c'est effectivement d'être plus facilement décisionnaire pour un certain nombre de solutions. Après, sur le département sur le Rhône, c'est un peu spécifique puisque cette compétence, elle est prise aussi dans le cadre du nouvel établissement public qui va remplacer le Citral, où on aura toute notre place en tant que collectivité. Et donc, là, on a un partage, on va dire, très clair de qui va faire quoi. Et vraiment, au niveau de la communauté de communes, l'idée, c'est vraiment de prendre en main toute cette partie mobilité, mobilité solidaire, mobilité active et, si possible, de pouvoir aussi, en ayant la compétence, avoir plus de moyens, hein, soyons clairs. Merci beaucoup, mesdames, pour ce témoignage partagé donc, de la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Vision des porteurs projets, vision du territoire. Arrêtons-nous maintenant pour terminer sur la vision de ceux qui accompagnent les porteurs de projets, en l'occurrence la vision de Frédéric Lescomer. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'études mobilité et développement des territoires au CEREMA. Vous êtes aussi référent France Mobilité pour la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes donc la clé d'entrée dans les territoires, pour les territoires qui ont besoin d'être accompagnés dans leur projet de mobilité solidaire. Qui va d'ailleurs vers qui? Est-ce que c'est vous qui allez vers les territoires ou est-ce que ce sont les territoires qui viennent vers vous? Bonjour Francis, bonjour à tous et merci pour cette invitation. À cette première question, plusieurs formes de réponses possibles à ces sollicitations. Je vais en retenir trois de par l'expérience.
Une première forme qui passe aujourd'hui le plus fréquemment par la plateforme France Mobilité. David Cobel en parlera probablement tout à l'heure, comme l'a évoqué Céline Mouvet en introduction. Cette plateforme nous sert de mise en relation avec les collectivités, élus ou techniciens, mais également avec les associations ou les porteurs, les structures porteuses du projet ou de l'action de mobilité solidaire. Deuxième élément de sollicitation, c'est un contact un petit peu plus informel, par mail ou par téléphone, directement auprès du CEREMA et des chargés d'études du CEREMA sur les questions de mobilité par l'entremise ou l'intermédiation d'acteurs multiples du réseau des mobilités construit au fil des temps dans le réseau scientifique et technique du ministère. Et enfin, un troisième type de sollicitation un petit peu plus récent, suite à des appels à projets ou via des acteurs territoriaux de l'économie sociale et solidaire que sont les régions, les départements ou les associations. Ces nouvelles sollicitations, ces nouvelles formes-là, elles sont récurrentes depuis les nouveaux appels à projets, notamment le dernier appel à projet Massif CEREMA sur la mobilité solidaire. Et ces sollicitations, elles concernent quel type de prestations? Mais c'est principalement l'élaboration ou la consolidation de la problématique ou de l'identification des besoins ou des attentes sur le territoire. Donc, c'est la construction d'un diagnostic partagé. C'est le retour d'expérience, et ça a déjà été évoqué, le retour d'expérience ou le parangonnage de solutions pour tenter d'apporter des réponses à des problématiques territoriales et localisées. Et enfin, c'est faire de l'information, Céline Mouvet l'a évoqué tout à l'heure, c'est faire de l'information sur les dispositifs d'accompagnement existants pour les territoires, que ce soit en accompagnement en matière d'ingénierie, mais aussi et surtout en matière d'accompagnement sur le modèle économique et surtout le financement des solutions de mobilité pour les territoires. Vous venez de dire que vous consolidez les diagnostics. Est-ce qu'il y a des points qui reviennent le plus souvent justement dans ces diagnostics de la part des acteurs de la ruralité, de votre expertise? Est-ce qu'il y a des points communs dans ces diagnostics? Alors, comme ça a été évoqué très largement précédemment, la mobilité solidaire touche des publics souvent très fragilisés, voire précarisés, que l'on qualifie d'invisibles ou d'assignés territoriaux, comme ça a été évoqué par M. Jacquin tout à l'heure. Ces publics sont par ailleurs accompagnés par des prescripteurs, mais tous présentent une caractéristique forte. C'est souvent une mobilité contrainte, voire une réelle démobilité. Donc, de fait, consolider, corroborer ou valider des éléments de diagnostic ou de problématiques de la mobilité sur un territoire sans données quantifiées ou qualifiées, cela reste un exercice difficile. Néanmoins, nous tentons au quotidien d'apporter ce regard extérieur, ce regard de bureau d'études un petit peu neutre et transversal, de manière à venir apporter des éléments qui vont étayer le diagnostic amont à partir d'entretiens bilatéraux, d'échanges avec des acteurs collectifs ou individuels, d'ateliers participatifs avec ces publics bénéficiaires, mais surtout en relation avec les acteurs socio-économiques locaux, avec les opérateurs prescripteurs, que sont les missions locales, que sont les services sociaux des mairies, que sont les pôles emploi, que sont les associations. L'idée étant, bien entendu, de se rapprocher de l'usager, bénéficiaire, j'allais dire ultime, excusez-moi du terme, bénéficiaire ultime de l'offre de solutions de mobilité, de manière à se rapprocher de l'usage, du besoin et de l'attente forte du territoire. En matière de demandes, les plus récurrentes, elles concernent principalement, ça a déjà été évoqué, mais l'accessibilité à la formation, l'accessibilité à l'emploi et à la socialisation. Il faut quand même conserver à l'esprit que la mobilité pour ces publics dans ces territoires ruraux reste un moyen de construction et de maintien du lien social avant tout. Alors, dans votre accompagnement, si j'ai bien compris, il y a donc à la fois cette consolidation de diagnostic et puis vous faites aussi des propositions de solutions. Vous parlez d'un cartable de solutions. Quelles sont les solutions que vous proposez? Alors, je vais reprendre un petit peu les propos de Gérard tout à l'heure et de M. Jacquin. Effectivement, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution reproductible systématiquement d'un territoire à l'autre, parce que chacun a ses spécificités, ses particularités, et comme tous l'ont évoqué auparavant, il faut tenir compte de ces spécificités-là. Néanmoins, le dispositif et la plateforme France Mobilité, la démarche nationale France Mobilité nous ont permis de construire une banque de données de solutions ou de retours d'expérience à travers des porteurs de solutions ou des collectivités qui nous ont permis de construire ce cartable, ce catalogue de solutions qui vont venir alimenter les réflexions vers l'action des porteurs de projets et des collectivités, qu'ils soient élus ou techniciens sur les territoires. Néanmoins, ce portefeuille de solutions ou d'actions, s'il nous aide à lire les possibles pour répondre à une problématique sur la base de ce qui a été fait ailleurs, il ne nous permet pas pour autant, comme je l'ai évoqué en amont, d'être systématique dans notre réponse, parce que comme je l'ai évoqué toujours, cette réplicabilité n'est pas systématique. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que ce cartable-là nous donne à lire ce qui existe par ailleurs, ce qui a été construit par ailleurs avec des spécificités particulières,
ce qui peut marcher par ailleurs, tout en nous servant aussi ce que j'appelle de boussole de la décision pour être capable d'identifier les points de vigilance et les facteurs clés de réussite pour un projet de mobilité solidaire sur un territoire. J'ai une autre question à soumettre à votre expertise. Nous, sur le site Tous Mobiles, on a identifié 5 étapes essentielles à la construction d'un projet de mobilité solidaire: diagnostic, mobilisation des acteurs, on en a beaucoup parlé, identification des solutions, financement, évaluation. Laquelle ou lesquelles vous semblent, vous, essentielles, ou alors quelles sont celles qui posent le plus de difficultés? Merci beaucoup, Francis, pour cette question. Si j'avais su, je ne serais pas venu. C'est une question difficile, hein, vous le comprenez, parce que toutes les étapes que vous avez évoquées, elles font sens pour construire une action de politique publique, quel que soit le domaine. À titre personnel et de par mon expérience, je vais me jeter à l'eau, je retiendrai prioritairement 3 axes, 3 points principaux. Le premier, il a été évoqué par tout le monde depuis l'introduction de Céline Mouvet, c'est la question du diagnostic qui doit venir qualifier, possiblement, mais c'est difficile, quantifier aussi le besoin tout en étant partagé, c'est-à-dire co-construit avec les acteurs socio-économiques locaux et avec les usagers. J'insiste bien sur la notion d'usager parce que ça fait le lien avec ce qui a été évoqué par Gérard Ranger en introduction et ça fait sens en territoire peu dense. Le deuxième élément que je retiendrai, c'est l'impérieuse nécessité d'avoir un portage fort de la démarche et une mobilisation des acteurs locaux. Cela reste pour moi, je crois que M. Jacquin l'a souligné, cela reste pour moi probablement le principal critère de réussite. Et enfin, un dernier élément que je soulignerai, que vous me permettrez de souligner, c'est, je crois que ça a été repris dans une des questions dans le chat pendant la session, c'est la nécessaire définition d'un modèle économique adapté à la mobilité solidaire dans les territoires peu denses. Aujourd'hui, le modèle économique au sens large de la mobilité et des transports en France, il est plutôt adapté, il a plutôt été construit sur la base d'un modèle économique pour l'urbain, le métropolitain, le périurbain, mais il n'est pas du tout adapté au modèle rural, il faut encore l'inventer. Alors certains d'entre vous, certains d'entre nous, ils travaillent déjà, mais c'est la principale pierre sur laquelle il faut travailler encore aujourd'hui parce que le modèle économique et le financement des solutions de mobilité restent l'enjeu principal pour garantir la pérennité de l'action sur ces territoires-là. Encore un petit mot très rapidement, parce qu'on est un peu en retard, mais Daphné et Cyprien nous en parlaient tout à l'heure. Finalement, le public visé par les mobilités solidaires est un public précaire, souvent fragile. Est-ce que ce public particulier change quelque chose dans votre manière de travailler, de former, de s'adresser? Effectivement, les postures et les approches ne sont pas forcément les mêmes. Vous l'avez tous évoqué en amont. Les publics touchés par ces démarches sont souvent déjà dans des contextes ou des démarches d'accompagnement. Ils peuvent apparaître parfois comme en perte de confiance et du coup un petit peu méfiants, voire défiants vis-à-vis de l'institution que l'on représente plus ou moins en tant que bureau d'études. D'autre part, ils peuvent aussi représenter tous les âges de la société, donc des pratiques et des comportements différents. Ils sont aussi sur des contextes géographiques qui peuvent être particuliers, en déprise ou avec des topographies compliquées par rapport à la question de la mobilité. Et donc forcément, toutes les réponses seront complètement différentes d'un projet à l'autre si l'on intègre toutes ces complexités-là. Enfin, en fonction des âges et de ces contextes-là, le mode d'échange et de communication est à adapter pour ne pas apparaître en posture systématique de sachant ou de magicien, mais ça a déjà été évoqué par Gérard ou par M. Jacquin. Moi, ce que j'en retiendrai, c'est qu'effectivement, du coup, le volet comportemental et sociologique apparaît ici très, très important dans la construction des relations et des diagnostics avec les acteurs du territoire et dans l'expérimentation future des solutions de mobilité. Pour nous, j'imagine que c'est ce qui est sous-tendu par votre question, Francis, pour nous, bureau d'études, c'est effectivement une complexité nouvelle et on est quasi quotidiennement à s'interroger sur notre approche et nos postures, savoir si elles sont les bonnes aujourd'hui pour approcher ces publics-là, dans ces contextes-là, de manière à être les plus pragmatiques, je vais retenir le terme, les plus pragmatiques possibles pour répondre à ces besoins, à ces interlocuteurs. Mais alors, pour vous rassurer, pour nous rassurer, on n'est pas tout seul dans ces démarches-là. On travaille souvent de manière accompagnée et en partenariat avec des opérateurs territoriaux du volet social et du volet solidarité que sont les associations, les CCAL, ces missions locales ou les conseillers départementaux qui sont beaucoup plus aguerris que nous dans l'accompagnement de ces publics. Merci beaucoup, Frédéric Lescomer, pour toutes ces précisions. Voilà, on termine ainsi cette séquence Agir avant d'entendre David Cobel pour la conclusion. Pierre, j'imagine, et je l'ai vu, il y a beaucoup de questions. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais peut-être que vous allez pouvoir nous synthétiser. On va pouvoir prendre une ou deux questions très rapides.
Oui, merci. Beaucoup d'échanges également entre les participants. Oui. C'est des échanges très nourris. Alors, très rapidement, peut-être des questions à Daphné sur le modèle Fraternibus. Depuis combien de temps existe-t-il? Quels sont les publics visés par le projet? Plutôt des jeunes, plutôt des vieux, des hommes, des femmes? Et est-ce qu'il y a eu un essaimage? Est-ce que des projets se sont inspirés? Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont découlé? Alors, en soi, le projet Fraternibus, c'est une multiplicité de projets, puisqu'en fait, chaque délégation au Secours catholique va mener ses propres actions. Donc, le tout premier Fraternibus, avec le nom déposé, il nous vient de Normandie. Il a déjà de nombreuses années derrière lui. Et puis là, récemment, donc l'exemple que je vous donnais, donc du projet de Fraternibus dans le Périgord agenais qui a été déployé l'année dernière. Et puis, donc là, pour vous donner un ordre de grandeur, dans le cadre aussi des appels à projets France Relance, on a 18 nouveaux Fraternibus qui devraient normalement circuler et sillonner certains villages. Donc voilà, c'est à peu près 25 projets Fraternibus, avec tous des modèles différents, des façons de fonctionner différentes, puisqu'encore une fois, on le dit depuis tout à l'heure, l'idée c'est de faire en sorte que ça réponde au mieux aux besoins des territoires. Par rapport aux cibles, en fait, je pense que finalement, c'est simplement lié aux personnes qui vivent sur le territoire. L'objectif du Fraternibus, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui ont besoin d'avoir un peu de lien social, qui ont besoin de discuter, d'être dans une dimension de fraternité. Donc, il n'y a pas de cible type et c'est difficile de faire aujourd'hui un peu une généralité sur qui va dans les Fraternibus, puisqu'en fait, ça dépend vraiment des territoires. Et donc, effectivement, des territoires où on va avoir plutôt des personnes âgées, peut-être que ce sera eux qui seront plus consommatrices, enfin en tout cas qui participeront plus. Et puis comme on a aussi des Fraternibus qui visent aussi, qui sont aussi des bus numériques par exemple, on a aussi un projet qui vise aussi à accompagner les personnes plutôt en errance. Là du coup c'est encore un autre type de population. Donc voilà, donc désolée parce que ma réponse n'est pas très claire, mais en fait voilà, ça dépend encore une fois vraiment du territoire. Donc il n'y a pas de cible préconçue, mais vraiment répondre aux besoins des personnes qui ont besoin de recréer du lien ou d'accéder à des services sur leur territoire. Très bien, merci. Une question sur la mobilisation des élus et une personne qui souhaitait des arguments, des conseils sur ce point, peut-être pour Frédéric Lescomer, et également un participant qui demandait où trouver le cartable de solutions. Pierre, je me garderai bien de donner des conseils, mais en tout cas, dans ma pratique personnelle et dans mon expérience personnelle de contact avec les élus, effectivement, le premier élément, c'est la sensibilisation de l'élu. Et je m'autoriserai même le terme de formation des élus aux politiques publiques de mobilité, parce que le champ des mobilités est un sujet très, très technique, qui dépasse le cadre simple des transports. Et très souvent, on a une appétence des élus sur l'ensemble des sujets pour lesquels ils sont compétents et ils ont une responsabilité, mais pas ce niveau de finesse-là. Donc, c'est vrai que le premier élément, c'est faire de la sensibilisation sur le sujet hautement technique de la mobilité avant d'aborder des questions en guise de réponse, c'est-à-dire avant d'apporter une solution à leur problématique exprimée ou non. Et deuxième question, donc le cartable de solutions auquel Francis faisait référence dans sa question et pour laquelle j'ai essayé de répondre, c'est effectivement les solutions de mobilité qui ont été cataloguées sur la plateforme France Mobilité, donc qui est pilotée depuis la DGITM. Et sur cette plateforme France Mobilité, vous avez un référencement de solutions et d'actions de mobilité, soit d'un côté porteur de projet, soit d'un côté collectivité, avec une possibilité de sélection par région et par département, et aussi par thématique, c'est-à-dire par type de solution modale comme réponse de mobilité. Donc sur le site de France Mobilité, je crois que Céline Mouvet a mis le lien dans le chat tout à l'heure, me semble-t-il, donc vous pouvez retrouver ces contributions. Et aujourd'hui, c'est confirmé par David Cobel à l'instant, on a plus de 1000 contributions de porteurs de solutions ou de collectivités qui viennent témoigner dans ce cartable de solutions. Merci Frédéric. Nous allons justement laisser la parole à David Cobel pour conclure ce webinaire. On aurait encore beaucoup échangé ensemble, mais il est temps d'arriver à la conclusion. David Cobel, vous êtes coordinateur national France Mobilité.
des JTM référents en ruralité. Vous connaissez par cœur ce sujet. Qu'avez-vous retenu de ce webinaire? Vous êtes là depuis le début. Peut-être quelques pistes souhaitez-vous esquisser? On vous laisse en tout cas la parole pour conclure ce rendez-vous. Merci Francis pour la prise de parole pour la conclusion et bonjour à toutes et à tous. Ça me rappelle en fait au doux souvenir quand je traînais mes guêtres dans les territoires ruraux et de montagne, ce webinaire, et c'est de très très bons souvenirs qui montrent qu'il y a vraiment une émulation et une richesse sur tous ces territoires-là. Et je commencerai par dire une chose toute simple. On a tendance à lancer des injonctions et à tirer un peu sur l'opposition des territoires, et je pense que c'est malencontreux. Justement, il faut mieux nourrir cette richesse d'informations, cette richesse des ruralités telles qu'elles ont pu être présentées, tout simplement parce qu'elles nous apprennent beaucoup, elles nous nourrissent au quotidien dans la construction des territoires, l'aménagement des territoires et la construction de nos politiques publiques. Sans quoi, effectivement, vous allez refaire un peu la fable de La Fontaine, le rat des villes versus le rat des champs, ce qui serait quelque peu une petite faute. Donc, la mobilité dans la ruralité, maintenant et demain. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. On est sur tous ces territoires-là, sur les enjeux qui préoccupent avant tout les hommes et les femmes et les hommes sur le terrain, dans leur vie du quotidien, qui sont les enjeux d'aujourd'hui et de demain, hein, en l'occurrence écologiques, climatiques, mais aussi ceux liés à l'actualité plus présente, celle de l'enseignement de la crise de Covid aussi. Bien malin est celui qui, aujourd'hui, est en capacité de connaître les évolutions dans les transports et la mobilité et l'impact sur les populations, sur tous les territoires, sur ces enjeux-là. Somme toute, il est important de tenir compte de quelques informations complémentaires que j'ai trouvées assez intéressantes pour comprendre nos territoires et se projeter. L'articulation entre le territoire et l'objet des mobilités va de pair dans la question de la planification. Faire de la mobilité hors sol n'a que peu de sens, en ce sens où elle contribue justement à l'épanouissement des usagers, des habitantes et des habitants de tous les territoires. La réponse n'est pas manichéenne où on va opposer des modes de déplacement, où on va avoir, comme on le faisait peut-être il y a encore moins d'une décennie, la voiture versus les transports collectifs. On est plutôt dans la nuance avec effectivement le cartable ou le bouquet de solutions de mobilité. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions pour tout un chacun. Ce qui est assez important, à mon sens, et qui est revenu assez souvent, c'est qu'effectivement, il y a des mesures d'accompagnement qui sont proposées de manière assez globale au niveau national. On le voit notamment avec l'ensemble des mesures de l'agenda rural, avec les outils mis à disposition avec France Mobilité également. Il y a des travaux encore en cours. Une question qui a été évoquée et qui est celle de l'accompagnement dans la technicité, mais aussi financière, montre qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Les modèles économiques des autorités organisatrices de la mobilité restent un sujet à part entière dans la ruralité, tout simplement pour les questions de financement. Ça a été évoqué en creux et pendant les discussions, mais aussi plus fermement aussi par le sénateur Olivier Jacquin. Et à cet effet, je rappellerai rapidement qu'il y a une mission actuellement menée par Philippe Duron qui a pour vocation aussi à réfléchir à l'ensemble des modèles économiques des autorités organisatrices de la mobilité pour justement avancer et proposer des perspectives pour tous les territoires, depuis l'urbain, mais aussi et surtout aussi pour nos ruralités. La question d'accompagnement, elle revêt aussi d'autres formes qui ont été évoquées, d'autres appréciations dans lesquelles il est important de s'arrêter. Il a été dit accompagner la ruralité, accompagner les habitantes et les habitants de la ruralité, et puis être accompagné par la ruralité. Oui, je pense qu'en fait, c'est dans les deux sens que cet accompagnement est fort à mettre en œuvre, parce qu'il n'y a pas d'injonction où on arrive sur ces territoires-là en disant vous avez un problème, on comprend votre besoin, nous avons la solution clé en main, ça va être celle-là, et puis advienne que pourra. On sait très bien que si on est dans cette injonction-là, on casse une promesse de valeur qui est de s'intéresser,
donc à l'usager, à l'habitant, et in fine à répondre aux besoins qui sont exprimés par ces usagers et ces habitants-là. En ce sens, l'accompagnement, il est plutôt à concevoir comme étant une mobilité sur ces territoires-là, une mobilité pour tous, une mobilité de tous et une mobilité de chacun. Un peu du sur-mesure, de la dentelle, quelque part, et qui ne peut se faire que dans plusieurs exercices. Des exercices de facilitation. L'accompagnement, par exemple, qui était proposé et explicité par Frédéric Lescomer, est très intéressant. Nous sommes des experts, nous sommes des techniciens qui accompagnent effectivement les porteurs de solutions, les territoires. Et en fait, on n'est pas dans une injonction, on est là aussi comme étant des psychologues et des facilitateurs du territoire qui vont permettre cet ensemblier et de construire le scénario qui va proposer une réponse, et non pas une action, une réponse ou des réponses aux besoins clairement identifiés. L'autre acteur très important, c'est de ne pas se circonscrire au seul acteur de la mobilité, et on le voit bien, les acteurs dans les territoires ruraux qu'on arrive à mobiliser dans cet accompagnement et qui ont une force extraordinaire pour pouvoir être à l'initiative des propositions de solutions de mobilité, ce sont avant tout les acteurs qui connaissent les usagers, qui connaissent les habitantes et les habitants. On part sur des problématiques d'accès à la santé, aux services de santé. Il est très intéressant, par exemple, de travailler avec des acteurs du secteur de la santé dans ces territoires-là, parce qu'ils comprennent bien, au-delà de la problématique santé, les enjeux de mobilité des usagers pour justement accéder aux services de santé, puisqu'ils côtoient au quotidien ces personnalités. Un exemple parmi tant d'autres qui montre que l'accompagnement n'est pas linéaire, n'est pas simple, n'est pas, comment dirais-je, il a plusieurs nuances à avoir, tout en gardant effectivement cette neutralité, cette transversalité, et avoir un regard extérieur qui permet d'être assez pragmatique et opérationnel. J'ai passé beaucoup de temps sur ce point-là parce qu'il me semblait très important. Et maintenant, la richesse des territoires, elle tombe effectivement dans... Elle ne tombe pas, pardon. La richesse des territoires a été montrée aussi par la foultitude d'initiatives, la richesse des initiatives, sans tomber dans les travers de l'innovation technologique pure et simple. Bien évidemment, la technologie, le digital fait partie de l'innovation. Mais, et surtout, ce qui est très important dans nos territoires qui nous préoccupent aujourd'hui, dans les mobilités solidaires au sein de ces territoires-là, c'est une innovation qui est peut-être, qui va nous rappeler à ce que nous sommes. Nous sommes avant tout des humains, et l'innovation qui a trait à la question sociale, sociétale, le lien social est primordial. Il est primordial parce que c'est lui qui va nous nourrir de manière pragmatique dans les actions, dans les mesures, dans les politiques publiques et les décisions que nous pouvons mener pour mieux accompagner et apporter les réponses concrètes aux habitants de tous nos territoires. Voilà, donc nourrissons-nous de cette richesse, faisons-la fructifier pour essayer d'être au plus près de nos bénéficiaires, tout en étant bien évidemment en ligne avec les calendriers actuels. Bien souvent, et on a vu ces derniers temps, et là je fais le lien avec la loi d'orientation des mobilités et la prise de compétences mobilité, on a eu l'impression que cette date du 31 mars était comme une fin en soi. Non, ce n'est pas une fin en soi, c'est peut-être le commencement de ce qui va nous intéresser à toutes et à tous maintenant, c'est comment on va construire nos services pour amener les réponses aux citoyens de nos territoires. Et je dirais par là qu'en fait, il faut oser faire sans penser au grand soir. Il n'y a pas de grand soir de la mobilité, mais on peut faire de manière pragmatique, en scénarisant, en accompagnant et en embarquant l'ensemble des publics. Parce que si on pense au grand soir de la mobilité, en fait, on va se circonscrire à une injonction qui fait qu'on n'arrivera pas nécessairement à relever le défi et qui va se traduire par on ne peut pas parce que c'est pas ici, pas maintenant, et pas comme ça qu'on pourra le faire et c'est pas possible. Moi, j'ai envie de casser cette injonction-là et dire on peut le faire,
parce qu'on peut oser avancer de manière pragmatique grâce à toute la richesse des initiatives, des porteurs d'initiatives, des territoires et surtout aussi des habitantes et des habitants avec leurs richesses et leurs difficultés qu'ils ont au quotidien. Et c'est en ce sens-là qu'on peut arriver effectivement à avancer et proposer donc une question de mobilité pour toutes et pour tous dans tous nos territoires. Voilà, très rapidement, une conclusion qui était un peu complexe à mener, mais que j'ai essayé de bricoler. Et je vous laisse effectivement méditer, rebondir si besoin est. Et je vous remercie à toutes et à tous pour ce formidable webinaire qui est très, très riche et pour lequel effectivement il y aurait encore énormément de sujets, de discussions à avoir pour pouvoir être vraiment à fond dans cette dynamique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Cobel. Merci à tous d'avoir assisté, d'avoir participé, d'avoir organisé ce webinaire. On vous donne rendez-vous pour un épisode 4 des cycles de webinaires Tous Mobiles. Ce sera le mardi 15 juin, où on parlera des jeunes. Quelles solutions pour les jeunes? Qu'est-ce que la mobilité solidaire peut apporter aux jeunes? Et nous aborderons cette question sous l'angle de l'autonomisation des jeunes. Merci à tous, merci à tous les intervenants et bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.